Tôt le matin, des bruits forts ont été entendus au-dessus du camp militaire. Le gars a frappé la poêle avec une louche et a crié « Rise ». L'homme allongé sur le lit ne voulait pas ouvrir les yeux. Il a parfaitement entendu que ses voisins s'étaient déjà réveillés et se levaient. L'un d'eux a juré qu'un scarabée s'était glissé la nuit dans sa botte et avait failli le mordre à la jambe. L'homme ouvrit les yeux avec un soupir. « C'est très bruyant ici, vous ne pourrez pas dormir. » Il s'appelait Encrid. Il est le commandant d'une escouade de gars qui ont été exilés ici pour leur pitrerie. Ils étaient tous dangereux et imprudents. Mais quand Encrid les envoya à l'attaque, ils devinrent d'excellents combattants. Encrid n'avait ni force particulière ni talent particulier. Il savait que son rêve était trop loin. Il est arrivé ici grâce à une formation continue, ce qui l'a beaucoup aidé au combat. Mais c'est ici qu'il connut sa fin. L'ennemi s'est avéré beaucoup plus fort que lui et a fait tomber l'arme des mains d'Encrid. Le gars a essayé d'atteindre son épée. Il réussit et courut de nouveau au cœur de la bataille, se couvrant d'un bouclier. Il réussit à remarquer la flèche qui volait sur lui et l'esquiva. La flèche a touché son adversaire. Même si tout le monde autour de lui se moquait de lui et disait qu'il ne réussirait pas, il y croyait. Qui tient encore l'épée dans ses mains? Il deviendra certainement chevalier. Même si ce rêve s'est épuisé au combat, mais un coup d'épée ennemi a interrompu sa vie et son rêve pour toujours. Encrid ne croyait pas que sa vie se soit terminée si vite. Il n'imaginait pas que sa mort n'aurait aucun sens. Il tomba dans un tourbillon sombre et ses yeux se fermèrent. Et encore une fois, il les ouvrit avec des sons familiers. Quelqu'un commanda la montée. Le soleil brillait fort. Quel vrai rêve il avait. Le voisin de droite a crié qu'il y avait un bug dans sa botte. Encrid se retourna à son cri. Est-ce du déjà-vu? Quelques heures plus tard, il combattit à nouveau avec l'ennemi. Et la deuxième fois, il reçut un coup fatal avec une épée. Cela s'est produit le 3e jour. Et le 4e. À chaque fois c'est pareil. Et encore une fois le matin se lève. Tout est inchangé. Mais il se souvient de la façon dont l'épée de l'ennemi lui transperce la gorge. La douleur d'être brûlé vif. Le sang coulant de son corps. Encore la même bataille avec l'ennemi. Les troupes se font à nouveau face et la haine se reflète dans les yeux des soldats. Cette journée se répète tout le temps. Coup d'épée parfait. Encrid voit le tranchant d'une épée devant lui pour la 17e fois. Et connaît sa 17e mort. Si seulement il était un peu meilleur avec une épée. S'il avait fait plus d'efforts, peut-être qu'il ne serait plus mort ici. Il voit à nouveau la lumière bleue et entend une voix dans un tourbillon sombre. Le personnage dans le bateau, tenant une lanterne à la main, demande s'il le pense vraiment. Laissez-le patauger, le ressentir jusqu'aux os, puis s'abandonner au désespoir devant un mur infranchissable. Le visage d'Encrid se tord de colère impuissante, et il se réveille des coups de louche agaçants sur la poêle et des cris de Rise. Il ne lui restait plus de mots décents. Le voisin s'étonne que son chef d'escouade se soit réveillé si tôt aujourd'hui. Encrid dit sombrement à Ram qu'il a un bug dans sa botte. Ram regarde dans sa botte et en secoue un gros scarabée. Blague stupide de la part du commandant qui l'a mis là lui-même. Encrid grogne qu'il vient de voir un scarabée ramper dans sa botte. C'est la 18e fois qu'il voit cette photo avec le scarabée. Combien de temps doit-il la surveiller avant la fin de cette journée? Encrid ouvrit le rideau et sortit. Il pratiquait le maniement de l'épée depuis son enfance. Un mercenaire qui s'est accidentellement introduit dans son village a enseigné l'escrime aux garçons. Il disait souvent à Encrid qu'avec ce niveau de compétence, le garçon pourrait devenir chevalier. Et Encrid a commencé à rêver de l'avenir qui l'attendait. Un chevalier est quelqu'un qui, à lui seul, peut en tuer 1000 et changer le cours d'une bataille. Héros invincible. La chanson du ménestrel disait que le chevalier qui mettrait fin à la guerre serait appelé le chevalier de l'Apocalypse. Et le petit Encrid pensait qu'il était le héros de cette chanson. Il décide de quitter le village et de devenir chevalier. Mais tout ne s'est pas passé comme il l'avait rêvé. Après avoir quitté le village, il rejoint un détachement de mercenaires, qui se moquent de sa maladresse. Ils étaient mortifiés qu'un gars qui avait peur des bâtards ordinaires devienne chevalier. Il ne fera même pas un mercenaire libre. Encrid resta silencieux, mais réalisa en privé que son talent ne valait probablement rien. Mais il s'est convaincu qu'il était trop tôt pour abandonner après un échec. Vous devez faire plus d'efforts. Il s'entraînait jour et nuit avec l'épée. Et si vous n'avez pas de talent, alors avec du travail et du temps, vous pouvez tout surmonter. Il a donc grandi en formation continue, sans l'arrêter un seul jour. Expérience accumulée, il développe force et endurance afin d'être reconnu. Il sentait qu'il devenait plus fort, et qu'il pouvait devenir chevalier. Et cet espoir ardent commença soudain à se briser en morceaux. Un garçon du village l'a défié en duel, a réussi à le désarmer et à le poignarder au ventre avec une épée en bois. Le faible s'est fait prendre. Le garçon avait 12 ans et il a dit qu'il ne tenait l'épée que depuis 6 mois. Toutes les années de travail d'Encrid, toutes ses callosités se sont révélées n'être rien comparées au jeune génie. Tous les efforts d'Encrid furent vains, pensa-t-il désespéré. Existe-t-il vraiment une autre façon de devenir chevalier? Rien ne lui venait à l'esprit sauf s'entraîner encore plus.
Il a abattu l'arbre de toutes ses forces, investissant toute sa rage et son désir d'atteindre son objectif. Mais il restait quelques coupures mineures sur l'écorce. Eh bien, s'il ne s'avère pas être un chevalier, alors au moins il peut devenir un soldat expérimenté. C'est ce qu'il pensait en attaquant un arbre innocent. 3 ans plus tard, il s'agit désormais de la division Cyphrus, du 4e bataillon, de la 4e compagnie, du 4e peloton. Ancrid est devenu le commandant d'un détachement de la soi-disant canaille. C'était pour lui le meilleur endroit, obtenu grâce à un entraînement sans fin. L'armée régulière du royaume est toujours meilleure que les mercenaires itinérants. Ancrid quitta la tente et se tourna vers son subordonné Jackson, qui taillait un bâton avec un couteau. Il a demandé à le remplacer sur l'équipe du matin aujourd'hui. Jackson eut l'air mécontent du commandant et marmonna qu'il lui serait redevable. Ram remarqua le mécontentement de Jackson, mais Ancrid lui fit aussi une demande. Il veut réapprendre le cœur de la bête. Ram a rappelé qu'Ancrid avait déjà essayé d'apprendre et avait abandonné. Le gars pense-t-il qu'il peut réussir maintenant? L'escarmouche entre Norilia et Aspen a repris. Dans cette bataille, Ancrid mourut et commença à vivre le même jour, revenant à la vie encore et encore. Mourir et renaître, chaque jour il apprenait de Rem le cœur de la bête. Mais jusqu'à présent, il ne pouvait même pas voir le moment où la pointe de l'épée lui transperça la gorge. Il espérait vraiment qu'aujourd'hui tout s'arrangerait pour lui. Les troupes s'étaient alignées en colonne de combat. C'était la 21e fois qu'Ancrid se retrouvait sur le même champ de bataille. Il s'est battu comme avant. Il se souvient par cœur de toutes les situations récurrentes. Il esquiva donc la lance qui volait dans son dos. Puis il attaque le gars qui se tient derrière lui. Mais le soldat vèle d'une autre escouade court. Ce type va bientôt mourir. Tirez-lui une flèche. On peut dire qu'il est déjà mort, mais pas cette fois. Ancrid intercepte la flèche avec son bouclier, couvrant Vela. Et voici son futur assassin, aux prises avec un autre soldat. Il retire son épée du corps sans vie et cherche une nouvelle victime. Ancrid aura une rencontre inévitable avec ce type. Il va poignarder le gars à la gorge, comme il l'a fait 20 fois auparavant. Mais cette fois, Ancrid survivra. Ses yeux sont déterminés à se battre jusqu'au bout. Pendant l'entraînement, Ram a déclaré en jetant sa hache haut qu'Ancrid ferme toujours les yeux à un moment dangereux. La hache était dans sa main, et Rem la rapprocha du cou de son commandant. À ce moment-là, Ancrid ferma les yeux, ce qui équivalait à la mort au combat. Ram l'a inspiré à être courageux, à ne pas s'inquiéter et à ne pas paniquer, à devenir une personne qui ne connaît pas la mort. Comme une bête, c'est le cœur de la bête. Ancrid rencontra finalement la lame mortelle volant vers lui les yeux ouverts. Maintenant, il n'a plus peur de la mort. Cela le rend plus fort. Et il a réussi à s'éloigner de la lame sur le côté et rompre la distance avec l'ennemi, qui par inertie continuait à courir en avant. Aujourd'hui, lors de sa 21e tentative, il a pour la première fois esquivé l'attaque de l'ennemi, qui s'est retourné et a répété son attaque. Mais le gars a raté le moment où la lame l'a de nouveau touché au cou. Le sang coula à flot et il mourut de nouveau. Dans l'obscurité vacillante, la silhouette dans le bateau a dit qu'il souffrait et désespérait, coincé dans l'infini aujourd'hui. Il doit abandonner et monter sur le bateau. Admettez votre faiblesse et acceptez-la. Ancrid a dit au maudit batelier qu'un tel jour n'arriverait jamais. Il vit clairement la pointe de l'épée et fut capable d'esquiver. Encore une fois, Ram fut surpris que le commandant se soit réveillé tôt aujourd'hui. Et Ancrid était heureux d'avancer pas à pas. Le 22e jour, il conteste à nouveau. Tout s'est passé comme d'habitude. À la 33e fois, Ancrid pouvait déjà voir clairement la lame. Il pouvait esquiver un coup fatal sans trop de difficulté. Mais l'ennemi ne pouvait toujours pas tourner plus vite que lui. L'ennemi fut trop rapide, et Ancrid, saignant, retomba au sol. L'épée a coupé le fil sur lequel pendait le médaillon autour du cou du gars. En regardant le médaillon posé au sol, Ancrid se souvint que lorsqu'il était mercenaire, il avait reçu l'ordre de détruire plusieurs monstres. Ce n'était pas un travail obligatoire, juste une demande des villageois qu'il traversait. Mais le gars les a quand même aidés, car son rêve était de devenir chevalier. Et un chevalier doit protéger les faibles. Le chef du village l'a remercié. Mais le village était pauvre, et il n'avait rien à lui donner à part une amulette. C'était une récompense ridicule pour risquer sa vie. Mais le chef a dit que cette chose pouvait combler le désir le plus profond d'une personne. Les yeux pâles, Ancrid regarda l'amulette et se demanda si tout cela arrivait vraiment à cause de lui. Alors il pourrait devenir chevalier? Mais le bonhomme était toujours en vie, et son adversaire a décidé de porter le coup final pour lui épargner la souffrance. Faites preuve de miséricorde. Ancrid comprit qu'il n'était pas question de pitié. Devant lui se trouvait juste un salopard malade qui aimait tuer. Il fut réveillé par le son d'un gong. Il s'est immédiatement levé et a dit à Ram qu'il avait mis un scarabée dans sa botte. Rem a décidé que le commandant était complètement fou, qu'il se moquait ainsi des soldats. Ancrid ne prêta aucune attention à ses grognements. Il a simplement dit à Rem de sortir et de regarder Ancrid interpréter le cœur de la bête. Ils sont sortis. Ram balança sa hache et attaqua.
Ancrid rebondit sur le coup et réduisit la distance. Il a réussi à esquiver le deuxième coup. Ram semblait perplexe. Hier encore, le commandant n'a pas pu faire un seul geste correct. C'est impossible de s'entraîner comme ça en une journée. Il ne pouvait pas apprendre la technique secrète de leur clan auprès de quelqu'un d'autre. C'est littéralement un sentiment acquis grâce à la mort. Ancrid n'a pas passé beaucoup de temps à expliquer qu'il s'entraînait constamment. Quelle différence cela fait-il? Il a quand même réussi. Il prit l'épée et invita Ram à se battre. Ram a accepté cette offre avec plaisir. Même si une personne maîtrisait le cœur de la bête sans porter un coup décisif, elle serait simplement tuée. Ancrid a attaqué son adversaire. Il esquiva adroitement les coups de hache. Mais Ram n'était pas satisfait du combat avec un adversaire qui esquivait constamment. Il s'est précipité pour attaquer. Ancrid esquiva encore. La seule chose qu'il savait maintenant était la technique de l'épée de Valen. Il s'agit d'un escrime personnalisé soi-disant créé par le mercenaire Valen. Certains qualifient cela de manière désobligeante de truc bon marché. D'après ceux qu'il possède, c'est le plus utile. Ancrid a poignardé son adversaire avec son épée. L'épée s'envola de sa main, et Rem réussit à peine à esquiver la lame volante. Pendant un instant, Ancrid imita la poussée de son assassin. Il en est mort des dizaines de fois, et son corps s'est rappelé comment l'appliquer. Ram a noté que la dernière attaque était la plus impressionnante de toutes celles montrées par le commandant. Mais il manquait d'agressivité. Idéalement, après un tel coup, du sang aurait dû couler de sa main. Ancrid pensait que cette attaque ne devait pas échouer. Si elle est bloquée, que doit-il faire ensuite? Ram a conseillé de penser que l'ennemi ne pourra pas échapper, et croyait fermement que l'ennemi est déjà un cadavre. Alors Ancrid ne lâchera certainement pas l'épée. C'était une explication merdique, mais Ancrid comprenait. Il y avait une grande différence entre l'attaque de l'ennemi et celle d'Ancrid. Sur le champ de bataille, cela fut décisif. Il n'y avait aucune confiance dans l'épée de ce type. C'est pourquoi il est mort tant de fois. Et l'ennemi lui porta un coup de miséricorde. Il a attaqué Ram avec la volonté de le poignarder, puis de le tuer. Mais l'épée s'envola de nouveau de sa main. Et encore une fois, il fut tué par son ennemi. La situation se répétait chaque jour. Et chaque jour, il s'entraînait avec Ram. Avançait pas à pas. Le 111e jour se passa sans changement, comme tous les suivants jusqu'au 124e jour. Ce jour-là, il était particulièrement difficile pour Ram de repousser les attaques du commandant. Sa dernière attaque a failli tuer le soldat. Finalement, l'épée resta entre les mains d'Ancrid. Du sang coulait de sa main qui tenait l'épée. Ram décida que le commandant était devenu fou. Son bras était déchiré et saignait abondamment. Et un sourire s'épanouit sur son visage. Il avait enfin maîtrisé le coup de poing du salaud qu'il avait rencontré sur le champ de bataille. Le soir de la bataille, Ancrid s'est déplacé très rapidement, mettant tout son désir de tuer dans le coup. Son adversaire se défendit, mais manqua le coup d'épée. Le casque l'a sauvé. Ils se livrèrent une bataille acharnée, et les coups pleuvent les uns après les autres. La première tentative visant à percer la gorge de l'ennemi échoua. Ancrid reçut son coup au cou. Il saignait, mais il n'a pas fermé les yeux. Et il ne lâcha pas l'épée de sa main. Il fut vaincu, mais regarda hardiment son adversaire dans les yeux. Il a de nouveau dit qu'il voyait à quel point l'ennemi était douloureux et qu'il était sur le point de porter un coup de miséricorde. Regardant directement la lame de l'épée, Ancrid dit clairement que demain son ennemi mourrait. Le tueur a ri. Pour ceux qui meurent maintenant, demain ne viendra pas. Et il transperça le jeune homme avec une épée. L'amulette d'Ancrid brillait dans l'obscurité scintillante. Et encore la tente militaire. Et encore le scarabée dans la botte de Ram. Ancrid lui a demandé de le surveiller ce matin. Le 125e jour, Ancrid demanda aux soldats de lui procurer des jambières, un bouclier et un poignard. Il paiera tout cela plus tard. Il a pris le commandant au mot, même s'il ne prêtait généralement rien. Intrigué, Rem ne se souvenait pas qu'Ancrid ait demandé quelque chose de pareil auparavant. Les soldats n'ont pas compris ce qui est arrivé à leur commandant aujourd'hui. Ce type est très étrange aujourd'hui. Il n'est généralement pas si assoiffé de sang. Les yeux d'Ancrid brûlèrent d'une sombre détermination. Chaque fois qu'il était blessé et mourait, il ressentait une douleur terrible. Même s'il défie des dizaines de milliers de fois, peut-il gagner? Et s'il trouvait un moyen de survivre? Est-ce que cela continuera aujourd'hui à son réveil? Ou y en aura-t-il encore demain? Maintenant, il est plus fort qu'avant, peut-être que ça suffit. Peut-être qu'il devrait abandonner. Mais non, il n'abandonnera pas et surmontera ce mur. En répétant ce jour, il comprit le cœur de la bête et maîtrisa le coup perçant. Il ne refusera jamais un tel don du ciel. Pour la bataille, il revêtit une nouvelle armure et s'arma plus puissamment. Il est temps d'aller plus loin. Sur le champ de bataille, les trompettes sonnent le début de l'attaque. Ancrid marchait devant son équipe. La bataille qu'il avait vue plusieurs fois auparavant commença. Cause. La raison pour laquelle Ancrid, privé de tout talent, a survécu sur le champ de bataille, était la préparation, la chance et le sang-froid. Il ne mourait pas toujours aux mains de son adversaire.
Le 46e jour, un gars avec une massue à pointe lui a écrasé l'épaule. Le 47e jour, il esquiva, mais un autre ennemi lui fracassa la tête. Mais maintenant, Encrid frappait le premier dans un virage. Le 71e jour, un soldat tombé à terre lui a coupé la jambe, et il est devenu impuissant face à l'ennemi. Maintenant, Encrid contourna habilement l'ennemi tombé et l'acheva. Le 89e jour, un lanceur de hache lui a fendu le crâne, et le gars est mort. Si vous laissez le lanceur en vie, il interférera dans le combat avec le principal perceur maniaque. Pendant tous ces jours, Encrid a appris à lancer, donc il n'y a eu aucun problème. L'ennemi a été vaincu rapidement et avec précision. Finalement, Encrid aperçut Vel, qui était sur le point de mourir à cause de la flèche. Il a recouvert Vel d'un bouclier. Mais un tireur d'élite surnommé Eagle Claw devrait apparaître et Encrid n'a pas le temps de s'occuper de lui. Et puis vient le moment où le gars rencontre son mur, un ennemi qui adore tuer les gens. Ils se sont rencontrés sur le champ de bataille, comme ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises auparavant. L'ennemi frappa avec son épée, mais Encrid le repoussa avec son bouclier. Le gars a compris qu'il ne pouvait pas gagner en esquivant et en se précipitant. Devant lui se trouve un simple soldat, mais il est très fort. 16 gènes sont appelés des génies. Encrid bloqua le coup avec son épée. L'ennemi voulait attraper Encrid dans l'attaque et trouver une brèche dans sa défense, mais il commença simplement à bloquer ses coups. Il a réduit la distance et a frappé son adversaire avec la tête dans le corps. La technique non conventionnelle de l'épée mercenaire valénienne était efficace contre l'ennemi. L'ennemi a porté un coup familier à la gorge du gars, mais il avait déjà l'habitude d'éviter. Il savait désormais tout de ce coup perçant et balançait son épée vers le cou de son adversaire. Le coup était si puissant que l'épée de l'ennemi se brisa en petits fragments. À ce moment-là, le tireur d'élite Eagle Claw a tiré une flèche, qui a survolé la tête des combattants. L'adversaire d'Encrid laissa tomber l'épée brisée, et la peur apparut sur son visage. Encrid était sûr d'avoir désormais gagné. Il n'a pas vu que la flèche volait droit dans son dos. Une hache lancée soudainement coupa la flèche et interrompit son volume mortel. Et l'épée d'Encrid s'enfonça dans la gorge de l'ennemi. Ram, qui a lancé la hache salvatrice, voulait tuer le tireur d'élite, mais il avait déjà changé de place. L'adversaire d'Encrid tomba lentement au sol. Encrid prononça les mots qu'il avait entendus d'innombrables fois. « Je ferai preuve de miséricorde ». Il balança son épée avec force et coupa la tête de son adversaire. Il a vaincu le mur qu'il avait attaqué pendant plusieurs jours. Il a brisé brique par brique. Au même moment, un monstre sauta sur le champ de bataille et Encrid parvint à peine à s'enfuir. Le visage du gars était déformé par la frustration et la colère. Quelle malchance. Ceux subordonnés ont couru aussi vite qu'ils ont pu pour l'aider. La grenouille est entrée sur le champ de bataille. Frog jeta Encrid au sol d'un seul coup. Le gars ne pouvait que grogner de rage et de ressentiment. La grenouille regarda le cadavre du soldat et remarqua avec amertume qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour élever un tel combattant. Comment se fait-il qu'il ait perdu face à une telle nullité? Il dégaina son sabre et chargea Encrid à terre. Le gars a réalisé qu'il était sur le point de mourir. Mais Rem bloqua le coup d'épée de la grenouille avec sa hache. Il attaqua l'ennemi très soudainement et le monstre ne put que se défendre. Frog jeta la hache de Ram et brisa la distance qui les séparait. Il frappa fort et au hasard avec son épée, mais ne parvint pas à toucher son adversaire. Les combattants s'arrêtèrent l'un en face de l'autre, à la recherche des points faibles de leur adversaire. Encrid n'avait toujours pas repris ses esprits et ne remarqua pas comment un soldat ennemi accourut vers lui, qui avait l'intention de le transpercer avec une lance. Jackson s'est précipité sur lui par le côté et sans plus tarder a coupé la tête de son ennemi. Encrid a de nouveau été sauvé. La bataille entre Ram et la grenouille s'est poursuivie. Ram a dit d'un ton moqueur que sans sa permission, personne ne pouvait briser le cou de son commandant. Frog fut surpris que le chef d'escouade ne soit pas l'excellent combattant avec lequel il combattait, mais le faible qui gisait au sol. Ram se trouvait dans une position difficile, et il s'en rendit compte. Les grenouilles sont une race combattante, née pour le combat. Il ne peut être brûlé que par magie ou transpercer le cœur d'un seul coup. Mais Frog a également bien évalué les qualités de combat de Rem. Il a compris que pour le tuer, il devrait risquer sa vie. Rem montra de toute son apparence que le raisonnement de la grenouille à son sujet était correct. Il n'abandonnera pas son objectif de tuer l'ennemi. Frog décida que cette bataille n'en valait pas la peine, et se retira. La bataille se poursuivit, et Jackson, après avoir aidé son commandant, combattit plusieurs adversaires. Les têtes coupées volaient dans des directions différentes. Les autres membres de l'escouade d'Encrid ne restèrent pas en reste, et abattirent les ennemis de toute leur force. Ensemble, ils formaient une équipe mortelle bien coordonnée que personne ne pouvait vaincre. Finalement, après quelques heures, les troupes reçurent l'ordre de battre en retraite. La nuit, Encrid se retrouva à nouveau dans l'obscurité qui lui était familière.
dans laquelle une voix lui murmurait qu'il avait duré une journée, mais que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il ne pourra pas résister aux murs qui apparaîtront plus loin. La déception et le désespoir sont le destin du gars. Le batelier regarda attentivement son visage. Ancrid se releva péniblement et cria que pour lui ces murs existaient et devaient être surmontés. Il regarda droit dans les yeux la créature dans le bateau, et ses yeux brûlaient de détermination à gagner. Le batelier rit. Il attend avec impatience le moment où les yeux d'Ancrid, pleins d'avidité et d'ambition, s'assombriront complètement. Ancrid ouvrit les yeux. Il gisait couvert de bandages. Il reconnut la tente médicale. Assis à côté de lui se trouvait Ram, qui a dit au commandant qu'il avait dormi 2 jours de suite. Et il a fièrement rappelé qu'il avait sauvé le gars de cette grenouille. Ancrid se leva et toussa, pressant sa main contre sa poitrine. C'est un miracle qu'il ait survécu à la collision avec la grenouille. Ram a regardé le gars de côté et lui a demandé s'il se souvenait de son meilleur ami. C'est-à-dire lui? Ancrid répondit avec difficulté que lui et le chasseur aristocrate n'étaient pas amis. Ram a rapidement couvert la bouche du gars avec sa main pour que personne d'autre ne l'entende et lui a demandé de se taire. Pourquoi parle-t-il des secrets des autres? Ancrid a retiré sa main de son visage et a demandé à Ram de choisir des amis ou des étrangers. Une nouvelle journée a commencé. Ancrid a survécu et hier est laissé derrière lui. Un combattant de son escouade, Kreis, a exigé que le commandant le paie intégralement. Il a dépensé beaucoup d'argent pour le mettre dans une tente médicale. Ancrid lui-même était surpris qu'un simple soldat soit placé dans des conditions aussi confortables. Il répondit à Kreis qu'il n'était pas visible sur le champ de bataille comme d'habitude. La région est restée silencieuse en réponse. Puis il a souri et a réduit le montant de la dette. Le prochain à entrer dans le pataka fut Jackson, qui regarda silencieusement Ancrid. Sans plus attendre, il jeta une potion de guérison sur le lit. Et il est sorti en disant qu'il fallait l'enduire matin et soir. Et ne laissez pas le commandant demander où il l'a obtenu. Ancrid l'ouvrit et vit qu'il s'agissait des médicaments personnels de Jackson, qu'il ne partageait généralement avec personne. Le combattant suivant, Odin pleura amèrement au chevet de son commandant. Ancrid lui assura qu'il n'était pas mort et qu'il ne le ferait pas, et Odin quitta la tente. La nuit tomba, mais Ancrid ne parvint pas à dormir. Quel genre de spectacle y avait-il aujourd'hui? Habituellement, tous ses subordonnés n'étaient pas si sensibles et s'occupaient toujours de leurs propres affaires. Il ferma les yeux, mais un autre de ses combattants, Ragna, entra dans la tente et se demanda pourquoi le commandant gisait dans la tente médicale. Il regarda Ancrid et partit sans un mot. Ancrid nota que Ragna allait bien. Comme avant, il ne se soucie de rien. Le lendemain matin, le gars a vu qu'il y avait 2 autres personnes allongées dans la tente à côté de lui. Un commandant de peloton d'une autre compagnie, qui attaquait toujours Ancrid avec ses poings, et le maudissait maintenant parce que le gars le regardait. Et un soldat inconnu qui regardait simplement dans le vide. Le type ressemblait à un simple soldat. Comment un soldat a-t-il pu arriver ici? Soudain, tous les regards des patients se tournèrent vers l'entrée. Un elfe vêtu d'une armure aux oreilles pointues entra dans la tente. Elle cherchait le commandant du 444e détachement. Ancrid regarda le nouvel invité avec perplexité. La brute demanda sombrement ce que l'elfe faisait dans la tente médicale. L'elfe demanda de quelle unité il appartenait. Il a dit qu'il était le commandant du 3e peloton de la 2e compagnie de Benzens. L'elfe demanda « Est-il d'usage dans sa compagnie de nommer la race lorsque l'on voit un supérieur en grade ?» Benzens baissa la tête avec embarras et s'excusa. Ancrid décida que l'elfe était apparemment le nouveau commandant de la 4e compagnie. Il a dit qu'il était l'homme qu'elle recherchait. L'elfe regarda le gars attentivement. On dit qu'il s'entend bien avec ses subordonnés difficiles. Elle attend avec impatience sa réussite future. Elle était sur le point de partir, mais comme si elle avait vu quelque chose, elle se tourna vers le jeune soldat et lui demanda quel était son nom. Il hésita, et après une pause répondit qu'il s'appelait Krang. Ancrid s'est immédiatement rendu compte que le gars venait de trouver ce nom, et il se comporte étrangement. Peut-être qu'il est issu de la noblesse? L'elfe quitta la tente sans dire un mot. Ancrid la regarda partir. Le soir, Ancrid s'examina. La douleur avait presque disparu et l'entraînement pouvait reprendre. Benzens l'a appelé et lui a demandé où il allait. Ancrid a répondu qu'il se rendait au terrain d'entraînement. Benzens pensait que cet idiot faisait trop d'efforts et n'était qu'un soldat ordinaire. Krang n'a pas engagé de conversation. Il a continué à regarder le vide devant lui. Sur le site, Ancrid commença à se souvenir de la bataille précédente. C'est l'une des rares techniques utiles qu'il a apprises étant enfant, à grands frais. Il se souvient de son dernier coup décisif, qui a frappé son adversaire. Et si cette attaque échouait, était-ce bien de tout miser sur ce coup-là? S'il échouait, il mourrait à nouveau. Pour que chaque coup soit aussi mortel que la hache de Ram, vous devez frapper de toutes vos forces, mais réfléchir à chaque mouvement. Son entraînement fut interrompu par une voix. L'homme dit avec surprise qu'Ancrid s'entraînait très dur. Ancrid se retourna et vit Krang, qui, comme si de rien n'était,
continua qu'il ne comprenait pas ce que faisait Ancrid. Dans la caserne, il agitait simplement ses mains, mais maintenant il est dans les nuages avec une épée. Ancrid a expliqué qu'il s'agissait d'un entraînement pour sa force de préhension, et maintenant, il se souvient de la dernière bataille. Krang ne comprenait toujours pas pourquoi Ekenrid avait besoin de cela, et le gars a répondu avec colère que c'était nécessaire pour ne pas mourir. Krang a demandé ce qui se passerait s'il ne mourait pas. Y a-t-il quelque chose qu'il aimerait le plus? Ancrid regarda pensivement son interlocuteur. Que veut-il devenir? Le rêve dont tout le monde rit mérite d'être évoqué. Un rêve dont il avait déjà atteint les limites en raison de la pauvreté de son talent. Il agita son épée et dit qu'il voulait devenir chevalier. Les yeux de Krang s'écarquillèrent. Il ne s'attendait pas à ça, mais il n'a pas ri. C'était la première fois qu'Enkrid voyait un homme qui ne riait pas devant sa franchise. Krang se leva et se dirigea vers la caserne. En regardant Enkrid, il comprit quoi faire ensuite. Alors qu'il partait, il s'est retourné et a dit que quand Enkrid deviendra chevalier, qu'il n'oublie pas le nom de son ami. Il s'appelle Krang. C'est ainsi qu'Enkrid reçut pour la première fois du soutien. Près de la tente médicale, un ménestrel entouré de militaires scandait des chansons. Benzens criait que le petit déjeuner n'était toujours pas arrivé. Enkrid s'est réveillé avec un mal de tête. Et au lieu du terrain d'entraînement, je suis allé me promener. En chemin, il rencontra Jackson, qui lui demanda comment ses blessures guérissaient. Enkrid a déclaré que les médicaments fonctionnèrent bien, et a remercié Jackson. Jackson a répondu que la meilleure gratitude est le retour rapide au travail du commandant. Quand Enkrid s'est couché, il pensait avoir eu une journée très calme. Le lendemain, Enkrid s'est réveillé au son de la même chanson de ménestrel qu'hier. Benzens a de nouveau crié sur le manque de petit déjeuner. Quel type bruyant. Une pensée traversa la tête d'Enkrid qui le fit se figer d'horreur. Il sortit dans la cour, et Jackson lui demanda à nouveau comment les blessures guérissaient. Et Enkrid a de nouveau répondu que les médicaments aidaient, et a remercié le gars. Jackson a répondu que la meilleure gratitude est le retour rapide au travail du commandant. La journée était exactement la même qu'hier. Il se souvint soudain d'un rêve. Le batelier lui dit que le mur lui bloquerait à nouveau le chemin. Laissez-le essayer de survivre. A-t-il vraiment été tué pendant qu'il dormait? Enkrid s'est retrouvé encore plus impuissant que sur le champ de bataille avec le psychopathe qui l'a tué au combat. Mais il était rempli de détermination. Il est temps de relever un nouveau défi. En fin de compte, Enkrid s'est demandé qui avait bien pu le tuer. Pour que l'ennemi arrive ici, vous avez besoin d'une force capable de briser tous les murs de protection. Pour ce faire, vous devez être au moins un chevalier. Mais c'est impossible. Ce qui veut dire que c'est l'œuvre d'un assassin. Et il y a de fortes chances que le tueur soit l'un des siens. Quelqu'un qui connaît l'emplacement de la tente médicale, il sait bien cacher sa présence et est doué pour le meurtre. Les elfes calmes et agiles conviennent à cela. L'elfe est-il vraiment venu ce jour-là pour repérer les lieux à l'avance? Il n'y a qu'une seule entrée pour la tente médicale. Il ne dormira pas, et dès qu'il verra quelqu'un, il criera et réveillera les soldats autour de lui. Quelque chose l'a poignardé violemment au cou. Une aiguille empoisonnée. Il n'a même pas vu qu'il avait libéré. Enkrid ne pouvait ni bouger ni parler. Il ne pouvait pas appeler à l'aide. C'était un puissant poison paralysant. C'est pour ça qu'il ne se souvient pas de la première fois où il est mort. Benzens était allongé sur le lit, et une aiguille empoisonnée dépassait également de son cou. Il était mort. Et près du lit de Krang se tenait une silhouette vêtue d'un manteau, avec une capuche qui cachait son visage. L'assassin leva son épée bien au-dessus du Krang endormi, et il l'a insérée dans le corps du gars. Enkrid ne pouvait rien faire. Krang est mort avant d'avoir pu comprendre quoi que ce soit. Une épée a coupé le mur de la tente, et un autre homme vêtu d'un manteau avec une capuche est entré. Avec sa conscience déclinante, Enkrid remarqua les oreilles pointues sous le capot. Il s'est avéré qu'il avait raison. L'un des tueurs était le commandant de la compagnie. Enkrid accueillit le 3e matin dans un silence lourd. Hier, il était très attentif, mais il ne sentait même pas l'approche du tueur. Ce ne sera pas facile. De plus, le commandant de compagnie est impliqué dans l'affaire. Même s'il parvenait à arrêter le premier tueur, il devrait quand même s'occuper d'elle. La situation semblait complètement désespérée au gars. Il a ressenti ce sentiment d'innombrables fois. Mais il finit par gagner et coupa la tête de son ennemi. S'étant rassuré par de telles pensées, Enkrid quitta la tente. S'il n'abandonne pas, il gagnera maintenant. Le soir, armé d'une épée, il arracha la couverture de Benzens et cria que son voisin était devenu fou. Les ennemis n'avaient pas encore pénétré à l'intérieur, et la meilleure chose à faire était de surveiller le périmètre. Benzens a demandé avec indignation « Le gars s'entraîne-t-il aujourd'hui pour chasser les cafards avec une épée ?» Krang entra dans la tente et fut surpris que ses voisins se disputent tous. Il peut partir s'il les empêche de régler les choses. Krang entra et Enkrid réfléchit. À en juger par la façon dont les tueurs ont agi, ils sont venus chercher Krang. Le gars est très méfiant. Qui est-il vraiment? Enkrid ne s'est pas mêlé des affaires personnelles de ses collègues,
mais il a maintenant été entraîné dans la tentative d'assassinat. Il se tourna vers Krang, et il a demandé directement qui il était. Le gars ne s'attendait pas à une telle question, et regarda Encrid avec surprise. Encrid regrettait d'avoir posé cette question directement sur des informations personnelles. Ses capacités de communication sont nulles. Krang hésita et dit qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. La situation est un peu compliquée. Même Benzensk s'y intéressa, s'assit sur le lit et écouta. Il a soudainement crié que le gars se moquait de lui. Ces manières ne sont pas celles des locaux. Laissez-le parler honnêtement. Est-il un espion pour un autre pays? Krang regarda Benzensk avec de grands yeux. Il dit lentement qu'il ne trahirait jamais le royaume. Dans son regard et dans chacun de ses mouvements, Encrid ressentait l'impression d'un chevalier. Krang se dirigea vers Benzensk et il s'assit sur le lit et marmonna qu'il manquait de respect à son supérieur. Encrid y réfléchit. Krang n'est définitivement pas un chevalier. Il est aussi impuissant face aux tueurs qu'eux tous. Mais il y a quelque chose chez lui qui le met définitivement au même niveau qu'eux. Finalement, tout le monde s'est calmé et s'est couché. Encrid remarqua que Benzensk avait peur de Krang et devint très silencieux. Il regarda l'ouverture de la tente et pensa que bientôt un tueur entrerait et que tout le monde mourrait. Cette pensée le tint éveillé et il sortit du lit, serrant l'épée dans sa main. Benzensk, qui était également encore éveillé, a demandé pourquoi diable ce type traînait ici. Encrid a répondu qu'un tueur viendrait bientôt ici et que si les gars veulent survivre, ils doivent alors coopérer. Benzensk décida qu'Encrid avait perdu la tête et se tourna de son côté. Krang dormait déjà paisiblement. Encrid s'attendait à une telle réaction et se prépara à partir. Mais une lame lui transperça le cou et du sang jaillit. Le tueur est apparu soudainement et, après s'être occupé d'Encrid homme, a également tranché la gorge de Benzensk. Mais le tueur était tourmenté par une pensée. Comment ce salaud a-t-il deviné ses plans? En un clin d'œil, il sauta sur Krang endormi et l'acheva avec son épée. Encrid mourut de nouveau et se réveilla au chant d'un ménestrel. 4e jour. Il y aura un tueur ici, mais il n'a aucune preuve pour convaincre les voisins. Désormais, il ne peut plus compter sur l'aide de Benzensk et Krang. Il faut informer les autorités et appeler des renforts. Les patrons ont réagi comme prévu. Le subordonné est fou, qu'il se taise vite. Encrid a alors décidé de prédire quand le tueur apparaîtrait et crierait juste avant lui. Il attendait le bon moment. Mais la flèche empoisonnée lui transperça à nouveau la gorge, et au lieu de crier, il ne pouvait qu'émettre un léger sifflement. Il n'y avait aucun moyen d'obtenir de l'aide de l'extérieur, et le lendemain, Encrid décida de tendre une embuscade et d'attaquer en premier. Mais il ne pouvait pas combattre un ennemi invisible. L'aiguille empoisonnée l'a également retrouvé à l'entrée de la tente. Encrid comprit que même s'il n'avait pas vu le tueur, il voyait à travers tout ici. Il a été tué à nouveau, maintenant par derrière. Il n'a pas pu esquiver l'aiguille empoisonnée. Il allait donc mourir sans lever le petit doigt. Et cette pensée le déprimait. Encrid accueillit le 20e matin avec un désespoir complet. Il n'y a pas eu une goutte de progrès au cours de sa journée interminable. Il se ressaisit et se donna pour tâche d'esquiver l'aiguille en premier. Nous devons trouver un moyen de réagir plus rapidement à une attaque. Il passa devant Jackson. Et je me suis souvenu que Ram avait traité Jackson de lynx perfide. Il est allé voir Ram et lui a demandé pourquoi il avait donné un tel surnom à Jackson. Ram a répondu parce que Jackson est un vil pervers. On peut compter ses combats face à face sur une main. Jackson préfère frapper dans le dos et courir. Il s'avère donc qu'il s'agit d'un lynx pervers insidieux. Encrid pensait qu'il ne pouvait pas emmener Jackson avec lui pour attraper le tueur. C'est un mur qu'il doit surmonter lui-même. Il doit donc devenir Jackson. Il a directement demandé au gars, si quelqu'un comme lui le frappe dans le dos, que doit-il faire? Jackson fut surpris par cette question et resta sans voix. Puis il a regardé directement le commandant et a répondu franchement qu'il ne savait pas, qu'il n'avait vu personne qui avait survécu. À présent, Encrid était abasourdi et sans voix. Alors ils se regardèrent. Après un moment de silence, Jackson a finalement dit qu'il fallait avoir des yeux derrière la tête. Encrid fut encore plus surpris par cette déclaration. Il était à court de mots. Dans quel sens les yeux sont-ils à l'arrière de la tête? Est-ce que ce salaud se moque de lui? Jackson, sans se retourner, a demandé si le commandant avait vu la charrette. Encrid ne comprenait même pas de quoi il parlait maintenant. Jackson parlait du chariot derrière la caserne. Encrid regarda de plus près. Là, au loin, se trouvait une charrette. Comment Jackson peut-il voir jusqu'ici? Aussi avec le dos? A-t-il vraiment des yeux derrière la tête? Jackson dit sans se retourner que le chariot était sur le point de tomber en panne. Avant qu'il puisse dire cela, la roue de la charrette tomba, et elle commença à tomber, écrasant presque le soldat qui la traînait. Encrid a décidé que Jackson était un prophète. Il regarda le gars avec respect et surprise. Jackson fut surpris par la conclusion du commandant. Il a juste une ouïe fine. Il a entendu un son. C'étaient les articulations des roues du chariot qui claquaient. Si vous écoutez, vous pouvez prédire ce qui va se passer ensuite.
Pour Ancrid, tout ce qui s'est passé a été une révélation. Il ne pouvait même pas entendre que le chariot bougeait quelque part. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser ses yeux pour remarquer quelque chose. Jackson a conseillé au gars que s'il voulait s'entraîner, il devrait continuer à écouter. Vous devez aiguiser vos sens et capter soigneusement les sons. Jackson lui expliqua tout en détail, et avant de se mettre en colère si Ancrid lui demandait quelque chose. Jackson a répondu qu'il voyait maintenant que le commandant n'allait pas abandonner, et qu'il valait mieux tout lui expliquer que de supporter constamment ses harcèlements. Ainsi, le deuxième mur auquel Ancrid faisait face était la mort invisible. Il survivra s'il le sent. Le gars était allongé sur le lit, les yeux fermés et écoutait les bruits venant de la rue. Les pas mesurés d'un soldat en patrouille. Le crépitement d'une torche allumée dans la rue. Où est le bruit des pas du tueur? Et il avait déjà survolé le mur et atterri près de la tente. Ancrid écoutait attentivement, mais ne parvenait pas à comprendre d'où venait le bruit de ce salaud. Alors, en silence, la flèche empoisonnée lui transperça la gorge. Bien sûr, Ancrid a encore échoué. Quelle déception. Il a tellement essayé. La matinée était sombre avec le chant du ménestrel. Aucune amélioration n'était attendue. Mais son corps se souvenait clairement de l'expérience d'entraînement lorsqu'il maîtrisait le cœur de la bête et le coup perçant. Il retourna vers Jackson et répéta la conversation. Cette fois, Jackson lui expliqua en détail que le son à lui seul fournit beaucoup d'informations. Vous pouvez déterminer l'emplacement en fonction de la direction et du volume. Et si vous apprenez à capter les sons lointains et faibles, les oreilles d'Ancrid ne seront pas différentes d'une nouvelle paire d'yeux. Le son est une onde qui se reflète partout, même dans un silence complet. Parmi des centaines d'ondes sonores différentes tissées dans un motif complexe, vous devez en choisir une seule. Il parlait parmi un grand nombre de soldats qui parlaient entre eux, accomplissant des tâches différentes, et la cour était pleine de sons différents. Ancrid ferma les yeux et commença à écouter, distinguer les sons et les capter. On entend le bruit des drapeaux qui flottent au vent. Voici le son d'un grand drapeau. Combien y a-t-il de drapeaux en général? 7 ou 10. Des pas de soldats se font entendre. 3 sont proches, 2 sont loin. Les yeux fermés, il sent clairement les vagues, les sons familiers qu'il entendait chaque jour. Et extraterrestre, inhabituel, l'oiseau s'est envolé jusqu'au mât du drapeau. Son entraînement fut interrompu par l'approche de Krang. Il demanda familièrement ce qu'Enki faisait ici. Ancrid ne lui comprit pas cette adresse, mais Krang répondit qu'Enki était un nom abrégé très mignon pour Ancrid. Le gars a décidé de ne pas protester Enki, donc Enki. Il a répondu qu'il ne s'entraînait pas, mais qu'il était simplement assis. Krang nota avec un sourire qu'Enki n'était pas du genre à perdre du temps. Et encore une fois, la flèche transperça la gorge d'Ancrid. Il vit de nouveau le tueur poignarder Krang avec une épée. Il avait déjà vu tout cela 33 fois. Le 34e jour, le tueur a sauté du mur dans la cour de la caserne. Ancrid n'entendit pas encore ses pas. Krang a été tué et Ancrid a de nouveau été vaincu. Perdu. Perdu. Il savait que pour surmonter le mur, il n'y a pas besoin de raison. Vous n'avez pas besoin d'un aperçu aléatoire ou de l'aide de Dieu. Il vous suffit de répéter l'entraînement, de répéter sans vous arrêter. Écoutez les sons et apprenez à les distinguer. L'oiseau se pose sur le mât du drapeau. Ce son me rappelle quelque chose. N'est-ce pas ainsi que le tueur atterrit dans la cour de la caserne? Ancrid ouvrit soudain les yeux et effraya Krang qui se tenait devant lui. Il ne s'attendait pas à ce qu'Ancrid le voie pendant qu'il se faufilait sur lui. Enki s'entraîne-t-il pour ressentir la présence? Il ne fait pas partie de ceux qui restent assis. Ce dialogue se répète depuis plusieurs jours. Ce jour-là, le tueur a sorti sa flèche mortelle et l'a lancée dans la gorge de l'homme endormi. Pour la première fois, Ancrid réussit à esquiver, et l'aiguille s'enfonça dans l'oreiller. Il sortit une épée cachée sous son oreiller, et il attaqua le salaud, qui recula et tomba sur le sol de la tente. Ancrid, l'épée à la main, se préparait à repousser le tueur. Maintenant, il pouvait clairement voir son visage laid, déformé par la rage. Or devant lui n'est pas une mort invisible, mais un homme fait de chair et de sang. Le tueur n'a pas pu se remettre de sa colère. Ce petits rats ont compris son plan. Il attaqua Ancrid, qui recula devant lui. Prané a noté qu'en combat direct, ce type est quelques niveaux inférieur à l'idiot qui l'a tué sur le champ de bataille. Il est tout à fait possible d'y faire face. Qui peut le soutenir? Benzens est mort, et Krang est toujours en vie. Il se réveilla et saisit déjà son épée pour courir à son secours. Mais vous ne pouvez pas vous détendre. Devant eux se trouve un tueur professionnel de haut niveau. Ancrid esquiva à nouveau le coup de son adversaire. Le tueur a lancé une lame sur Ancrid, et le gars s'est penché en arrière. La lame vola très près de sa tête. Il ne pouvait plus rester debout, et commença à tomber. À ce moment-là, l'elfe coupa le mur de la tente et entra. Son regard était sévère et n'augurait rien de bon. Ancrid comprit que s'il ne frappait pas en premier, il mourrait, et il attaqua le nouveau venu. L'elfe retira son épée et regarda calmement le gars qui courait vers elle.
Le tueur a agité la main et a relâché un grand nombre d'aiguilles. Ingrid vit des aiguilles voler vers lui et Krang. Un elfe apparut également sur leur chemin. Krang a essayé de combattre le jet mortel d'aiguilles avec son épée. L'elfe sauta haut presque jusqu'au plafond de la tente. Elle agita son manteau et toutes les aiguilles le transpercèrent. Krang a été sauvé. Ingrid pensait qu'elle était de mèche avec le tueur et qu'elle les protégeait. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Ingrid n'allait pas laisser passer sa chance. Profitant de l'intervention de l'elfe, sous la protection de sa cape, il s'attaqua au tueur. Il attendait son attaque avec une épée à la main. Mais Ingrid a rapidement fait tomber l'arme des mains de l'ennemi. Le tueur a réalisé qu'il était temps de s'enfuir et s'est dirigé vers la sortie. Il se déplaçait si vite que lorsqu'il courait dehors, il n'y avait personne. Il retourna à la tente, où se tenaient Krang et l'elfe confus. Krang a dit que le tueur était venu le chercher. Ingrid le savait déjà. Qui enverrait des tueurs au menu fretin comme lui ou Benzens? L'elfe confirma les conclusions d'Ingrid. Elle regarda le gars qui réfléchissait bien et prit la poignée de l'épée. Ingrid réalisa que malgré le fait que l'elfe soit leur allié, elle voulait détruire les témoins. Il semble qu'il soit impossible pour quiconque de se renseigner sur l'incident nocturne. Lui aussi dégaina sa lame et se prépara à résister. À ce moment-là, Krang dit à l'elfe qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre meure cette nuit-là. L'elfe s'inclina avec respect et cacha son épée. Krang a déclaré qu'apparemment Benzens était toujours en vie et qu'il voulait qu'il reste en vie. L'elfe répondit qu'elle avait un antidote. Tout ira bien. Krang a dit pensivement que la tente devait être nettoyée. Il y aurait des problèmes s'il découvrait que le tueur était venu ici. Mais la destruction est trop grande. Ingrid regarda la bougie allumée et répondit qu'il y avait un moyen simple. Quelques minutes plus tard, la tente médicale était en feu. Le feu s'est allumé de plus en plus. Tout le monde a couru pour éteindre le feu sous le commandement de ses supérieurs. Ingrid transporta Benzens hors de la tente. Désormais, aucune trace du tueur n'est retrouvée. Et puis laissez-les découvrir par eux-mêmes. Krang et l'elfe traversèrent la forêt. Elle a noté que sans le chef d'équipe qui avait arrêté le tueur, Krang serait mort. Elle a demandé si Krang avait changé d'avis à cause de lui. Il a répondu que oui, et ce commandant est un type drôle. Krang se souvient avoir vu Ingrid à l'entraînement, sa simplicité et sa diligence. Il pensa qu'Enki l'avait grandement influencé, et un sourire apparut sur son visage. Il quitta la forêt et pensa qu'un jour, lui et Ingrid se reverraient, chacun dans son propre rôle. Le batelier a dit à Ingrid dans le noir qu'il rencontrerait à nouveau le tueur. Le gaz était prêt pour ça. Il était prêt à affronter toutes les horreurs que le batelier lui réservait. Ingrid a encore vécu la même chose aujourd'hui, a survécu à une mort invisible et a salué le matin d'un nouveau jour. Maintenant, son audition était si fine qu'il entendait chaque mouvement. Mais il ne pouvait pas encore entendre la présence des elfes. Il a décidé de s'entraîner jusqu'à ce qu'il tombe. Heureusement, il n'a pas été blessé et a pu reprendre ses fonctions. Benzen a demandé sombrement pourquoi il l'avait sorti du feu. Ingrid pensait que même si Benzens ne l'aimait pas, il n'aimait même pas sauver des vies. Il a simplement répondu parce qu'ils sont camarades. Avez-vous besoin d'une autre raison? Benzens pensait que seul un salaud sans âme sauverait celui qui lui a gâché beaucoup de sang. Il a dit que si Ingrid revenait dans l'équipe maintenant, il y aurait une mauvaise ambiance dans les tranchées. Il y avait une rumeur selon laquelle il y avait une malédiction sur les tranchées. Dans le détachement d'Ingrid, la vie battait son plein. Ram se battait avec un autre collègue qui le traitait de singe stupide. Tout le reste n'a pas gêné la main chaude. Quand le commandant est absent, ces idiots se mettent toujours en colère. Ils se sont mutuellement frappés au visage avec enthousiasme et ont renversé plusieurs tentes. Les choses en sont arrivées au point où Ram a saisi une hache, ce qui a semé la panique parmi ceux qui l'entouraient. Son adversaire avait une épée dans les mains. Personne n'a osé séparer ces psychopathes. Ingrid ne savait pas quelle était la malédiction dans les tranchées, mais ses subordonnés étaient la véritable malédiction. Il s'est approché des combattants et leur a murmuré d'arrêter. Il n'est pas mort de ses blessures. Alors maintenant, ils veulent en finir avec lui, avec leur comportement. Le lendemain matin, Ingrid ouvrit les yeux et vit Jackson sortir de la tente. Il a été surpris, il est sorti tranquillement. Le commandant l'a-t-il vraiment entendu? Ingrid se leva. Il allait s'entraîner de toute façon. Jackson a noté que le commandant avait considérablement développé son audition en si peu de temps. Qu'il continue dans le même esprit. Cela l'aidera en tant que chef d'équipe. Ingrid faisait des pompes sur une branche d'arbre. L'hiver viendra bientôt et il y aura moins de combats au front. Grâce à cela, les soldats auront plus de temps libre. Et c'est un bon moment pour s'entraîner. Son subordonné Odin, qui faisait des pompes avec une énorme pierre sur le dos, lui a souhaité bonjour. Il laissa tomber la pierre et dit qu'un corps entraîné est comme un bouclier. Vous devez être prêt à résister même aux coups de grenouille. Et le commandant, malgré son entraînement constant, reste très fragile. Ingrid pensait que comparé à l'énorme Odin, c'était le cas. L'un d'eux a commencé à parler de sa méthode d'entraînement.
mais a été interrompu par du bruit venant de la tente. Ceux deux idiots recommencent. Ils se sont battus comme s'ils voulaient s'entretuer. Maintenant, ils ne partageaient plus l'horaire de service et saisissèrent les épées. Ancrid et Odin entrèrent dans la tente au milieu d'une bagarre. L'un d'entre eux a souligné que rien ne peut être résolu par la force brute. Ram s'est plaint que Ragna voulait faire mourir de faim tout le monde. Ancrid a expliqué à Ragna comment s'acquitter de ses fonctions de préposé. Le gars a soupiré profondément et a répondu que c'était uniquement par respect pour le commandant. Ram grogna avec colère. Ancrid s'est rendu compte que les gars n'avaient tout simplement rien à faire et que leurs mains les démangeaient. Il a suggéré à Ram d'aller au terrain d'entraînement et de se battre. Dans la bataille, il a immédiatement raté plusieurs coups. Cela ravit Ram. Le commandant est un faible rare. Il attaqua avec une grande agressivité, et Ancrid eut du mal à bloquer ses coups. Des étincelles jaillissaient des armes. Ancrid resta calme avec le pouvoir de la bête, et écouta et bloqua les coups à l'oreille. De plus, il se souvenait toujours du coup perçant de l'épée. Ce que Ram esquiva en se penchant en arrière. D'une main, il attrapa l'épée d'Ancrid avec une hache, et de l'autre, il lui attrapa le visage. Il était impossible de sortir de cet étau. Ram pensait que le commandant était devenu plus fort, mais tout était prévisible et ennuyeux. Ces coups sont déjà ennuyeux, Ancrid sait-il quelque chose de nouveau? Ancrid était complètement épuisé, mais n'allait pas abandonner. Il pourra avancer quoi qu'il arrive. Laissez Ram attaquer. Cette fois, il le réduira en 1000 morceaux. Ram pensait que le commandant avait de très mauvaises compétences. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en le regardant dans les yeux, Ram ne s'ennuie pas. Il sourit et prévint qu'Ancrid ne devrait essayer que de toucher, ne serait-ce que les cheveux de sa tête. À ce moment-là, le tonnerre retentit et il commença à pleuvoir, qui se transforma en averse. Le combat a pris fin pour des raisons naturelles. Ancrid se tenait dans la tente, regardait la pluie et s'ennuyait. Le maléfique Krains entra dans la tente. Ses contrats ont déjà échoué à plusieurs reprises. Il va donc bientôt commencer à croire aux malédictions. Ancrid a posé des questions sur la malédiction, et Krains a répondu que le gars n'avait pas entendu de rumeurs sur le chef de section. Ancrid se souvint que Benzens avait également parlé de la malédiction. Krains a ajouté que le temps était étrange, que les incendies et les blessures étaient de plus en plus fréquents. Surtout dans l'équipe de reconnaissance, Jack, Vel, Roten et bien d'autres ont souffert. C'est ce qu'ils appellent une malédiction. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, mais la météo change tout le temps et personne ne sait comment l'expliquer. Ancrid pensait que le commandement n'avait pas besoin de rumeurs ridicules à la base, et qu'il mettrait bientôt fin à tout cela. Tout le monde n'avait rien à faire, et Odin a dit que si le commandant veut s'entraîner dans la caserne, il existe de nombreuses façons de se renforcer même en restant assis. Et Ragna lui proposa de lui montrer la meilleure façon de tenir l'épée. Ram regarda ses camarades et réalisa qu'ils voyaient chez leur commandant la même chose que lui, lors de leur entraînement. Leur commandant avait beaucoup changé en très peu de temps. Il y a eu une réunion au siège. Les commandants de compagnie ont reçu l'ordre que leurs soldats se taisent. Avant le début de l'hiver, nous devons envoyer une nouvelle fois un détachement de reconnaissance. Y a-t-il des soldats aptes à occuper les places vides? L'elfe proposa la candidature au poste de commandant du 444e peloton. Le patron y réfléchit. Il se souvient de cet idiot. Il est un peu fou, il va juste gêner lors des reconnaissances. L'elfe pensait le contraire, qu'un homme peut apporter des résultats inattendus. Lorsqu'on lui a demandé sur quoi reposait sa confiance, elle a répondu qu'elle avait développé son intuition. Le lendemain matin, elle a appelé Ancrid chez elle et lui a dit qu'il était en train d'être transféré au détachement de reconnaissance. Cela fit l'effet d'une bombe explosant sur Ancrid. Il ne pouvait pas y croire. Ancrid était en train de préparer ses affaires. Krains a demandé avec surprise pourquoi Ancrida a été choisi par le commandant de compagnie. Ancrid se demanda, était-ce vraiment parce que Krang était parti que l'elfe avait décidé de tuer le témoin? Bien que ce soit peu probable. Ram a demandé si Ancrid allait vraiment là-bas. S'il ne le souhaite pas, il peut refuser. Il a sorti sa hache. Ancrid a répondu qu'il ne pouvait pas couper la tête de son patron avec une hache. Et si Ram s'en va à sa place, ce sera encore pire. Il a déjà des lecteurs. L'un d'eux sanglotait dans un coin et demandait pourquoi on leur enlevait un petit commandant aussi fragile et précieux. Il était inhabituel pour Ancrid que tout le monde s'inquiète autant pour lui. Ragna a dit qu'il pouvait y aller à la place du commandant, ce qui a semé la confusion parmi tout le monde. Ragna n'a jamais voulu se lancer dans la reconnaissance. Jackson remarqua que les balles effectuèrent des reconnaissances dans les hautes herbes. Si Ancrid entend un bruit inhabituel parmi l'herbe bruissante, qu'il soit attentif. C'est la base de préparation pour une attaque surprise. Le bélier a explosé. Ce salaud enseigne encore des sales tours au commandant. Ancrid pensait que sans lui, ils se battraient tous à nouveau. Mais s'il y réfléchissait, il serait préférable qu'il parte en reconnaissance. Après avoir rejoint l'armée, en raison de ses compétences médiocres, il a été constamment muté sans qu'un poste clair lui soit attribué.
Et le seul endroit où Encrid pouvait trouver une quelconque utilité était le poste de commandant d'un détachement de canailles, que tout le monde refusait. Il a réussi à interrompre habilement les combats entre ses subordonnés. Comme maintenant, quand il s'est coincé entre Jackson et Ram, qui était prêt à s'entretuer à cause des paroles imprudentes de Ram. Les opposants se dispersèrent dans différentes directions, grommelant d'un air mécontent. Encrid a compris que ces gars, même s'ils se comportaient ainsi, étaient très capables, qu'ils ne pouvaient pas être perdus, et qu'il était précisément l'écart dans la défense. Il doit donc se lancer dans une mission dangereuse. Il n'est pas nécessaire de s'en rendre compte, le gars connaissait ses capacités mieux que quiconque, et il aurait dû faire plus d'efforts. L'escouade de reconnaissance a quitté le camp. Des équipes de reconnaissance explorent les lignes de front. Le plus important est d'entraîner la vigilance, en craignant l'ennemi. Les pensées d'Encrid furent interrompues par un cri grossier pour que le commandant de la populace n'ait pas la tête dans les nuages. Le commandant du département de renseignement, Andrew Gardner, a crié qu'il était aux commandes ici, et que si Encrid voulait s'y opposer, laissez-le le vaincre au combat. Encrid a été ridiculisé. Le commandant de la canaille saura-t-il résister? Il ne sait même pas tenir une épée dans ses mains. Andrew a traité Encrid d'idiot médiocre, qui ne tient sa position que grâce aux combattants. S'il attaque, vous devrez vous retenir pour ne pas lui faire de mal. Mais il n'y avait pas de temps pour se disputer. Andrew Gardner a ordonné aux combattants ennemis de tuer à vue. Ils ont fait un tel bruit qu'Encrid s'est rendu compte que le commandant du détachement de reconnaissance était totalement inexpérimenté et n'était pas sûr que cette opération de reconnaissance serait utile. Soudain, Andrew découvre des traces de gnous sur le sol. Il a volontiers proposé de suivre le sentier et de faire un barbecue le soir. Encrid roula des yeux. Les gnous se déplacent généralement en troupeaux d'une vingtaine d'individus. Le gars veut les éliminer avec cette équipe? À quoi pense-t-il au juste? L'un des soldats a déclaré qu'il s'agissait de gazelles et non d'antilopes. Il se tourna vers Encrid et lui dit que leur commandant aimait vraiment se montrer. Le nom du soldat était Henry. Henry était un chasseur originaire d'un village de montagne, et il semblerait qu'il n'aimait pas le commandant actuel. Il s'est approché d'Encrid pour parler, et ils se sont rapidement entendus. La sagesse de chasse qu'Henry partageait volontiers était très utile. En conséquence, ils ont passé toute la journée à chasser des antilopes inexistantes. La reconnaissance s'est donc avérée être une perte de temps. Finalement, ils arrivèrent sur place. Il s'agit du Green Pearl, un endroit que leur équipe de reconnaissance doit vérifier. Il est également connu sous le nom de Dinofoot Grass Meadow. L'escouade entra dans l'herbe épaisse. Andrew entreprit de traverser les fourrés, de retrouver les éclaireurs d'Aspen, de les capturer et de se distinguer. Henry n'était pas sûr du plan. Ils étaient uniquement censés reconnaître la zone et non pénétrer dans le fourré. Mais l'ordre du commandant n'est pas discuté, et tout le monde a commencé à l'exécuter avec résignation. Traverser de tels fourrés n'est pas une tâche facile. Encrid pensait qu'Andrew céderait rapidement, mais il n'y a eu aucune plainte. Le commandant était sérieux. Henry a remarqué qu'il y avait ici peu de crottes d'animaux. C'était étrange qu'il n'y ait pas d'animaux dans de tels fourrés d'herbes luxuriantes. Après une seconde, ils comprirent pourquoi il en était ainsi. Il y eut un rugissement, et ils virent une patte griffue. L'énorme panthère commença sa chasse. Elle visa Andrew qui marchait devant. Encrid jeta le commandant à terre et cria à tout le monde de tomber aussi. Des flèches sifflaient devant la tête des soldats. À la suite de la panthère, des soldats ennemis armés d'arbalètes apparurent. L'escouade de reconnaissance commença à battre en retraite rapidement. Mais les soldats respiraient dans le dos. Ils se rapprochaient. Le détachement de reconnaissance se retrouve encerclé de toutes parts. Il n'y avait nulle part où fuir. Grâce à son audition accrue, Encrid entendit le déclic du déclenchement de l'arbalète. Ce qu'il a appris de Jackson était définitivement utile. Le gaz était capable d'esquiver la flèche. Mais il était impossible d'esquiver 10 flèches. Et ils lui ont tous transpercé le corps. Encrid est décédé sur le coup. Il fallait vivre cette journée. Bien sûr, connaissant l'embuscade de l'ennemi, vous devez en théorie la contourner. Mais en réponse au conseil d'Encrid, Andrew a promis de lui couper la tête sur le champ. Encrid réalisa qu'il devrait survivre seul. Personne ne le croira. Il tenta de battre en retraite par un autre chemin lorsqu'ils furent de nouveau pris en embuscade. Mais les ennemis l'entourèrent à nouveau. La fois suivante, il se dirigea vers l'est, mais se heurta à un détachement de 20 arbalétriers et mourut sous leurs tirs. Lorsqu'il échappa aux arbalétriers du nord, il fut entouré de lanciers. Cela s'est également mal terminé pour lui. Une autre fois, il se cacha de ses ennemis dans l'herbe épaisse et tenta de s'échapper inaperçu. Mais ils le poursuivirent jusqu'au bout. Encrid examinait les ennemis pendant qu'ils se cachaient. Ils portaient des uniformes de camouflage. Ils sont difficiles à remarquer sur fond d'herbe. Le gars s'est intéressé. Qu'est-ce qu'il protège tant dans ces fourrés? À travers l'herbe, il aperçut un camp avec des drapeaux Aspen plutôt en lambeaux flottant au-dessus.
Avant qu'Ancrid n'ait eu le temps de réfléchir à ce que l'ennemi cachait ici, un soldat d'Aspen s'est glissé par derrière et lui a enfoncé une épée dans le dos. Le commandant cria de nouveau qu'ils entreraient dans le fourré et trouveraient les éclaireurs d'Aspen, les feraient prisonniers et se distingueraient. Ancrid pensa sombrement qu'ils étaient déjà venus des dizaines de fois. Une fois sur place, vous n'en ressortirez pas vivant. Les Aspenites cachent définitivement quelque chose. Nous devons absolument découvrir quoi. Il hésita et laissa passer l'escouade devant lui. Henri l'a appelé. Ancrid pensait à ce moment-là qu'il devait trouver un moyen de ne pas mourir et de terminer cette journée. Il ne va pas reculer devant un autre mur. Le commandant Andrew a appelé le type béant. Tout le monde doit se dépêcher. Ancrid en a assez d'écouter des ordres stupides. Il dit aux soldats à côté de lui qu'il y avait une limite à la bêtise qu'on pouvait endurer de la part de cet idiot. Les soldats aiment-ils vraiment obéir au fils de ce commandant? Ancrid n'avait plus l'intention de supporter ça. Andrew Gardner saisit son épée. C'est une désobéissance à un ordre. Ancrid décida qu'il était temps de changer radicalement son approche de la situation. Il ne pouvait pas survivre seul. Il ne reste plus qu'à utiliser les capacités de tous les membres de l'équipe pour survivre ensemble. Il n'y a pas de désobéissance. Maintenant, c'est lui qui donnera les ordres. Le visage du commandant changea de colère. Mais Ancrid comprit qu'Andrew Gardner, avec Henry et ce soldat, était l'un des gars les plus tenaces et les plus habiles. Surtout ce combattant, Ancrid a réussi à s'assurer qu'il se bat très bien. Il est le plus fort de l'équipe et suit le jeune commandant. Apparemment, il est son garde du corps. Andrew Gardner a déclaré que la seule façon de lui retirer son commandement était au combat. Et il tira son épée. Ancrid évalua son adversaire. Un soldat ordinaire n'aura pas de garde du corps, et sa position d'épée trahit un entraînement de qualité. À en juger par le manque d'expérience dans de telles prouesses au combat, il s'agit d'un jeune maître gâté issu d'une famille noble. Mais d'un autre côté, il ne serait pas aussi avide d'une récompense. Peut-être est-il un noble pauvre. À ce moment-là, Andrew a inondé son adversaire d'une pluie d'insultes. Il a un rang immérité et se bat mal. Un gars pathétique. Ancrid comprit que de toute façon, suivre un tel commandant était une cause perdue. Andrew devenait de plus en plus enragé à chaque minute et criait qu'il avait une mission à accomplir. Ancrid a paresseusement conseillé au gars de fermer la bouche et d'attaquer. Ancrid n'a même pas besoin d'une épée pour le vaincre. Andrew s'est précipité pour attaquer son subordonné. Andrew Gardner avait du talent, mais il a sous-estimé son adversaire. La sous-estimation a conduit à la négligence. Ancrid n'a même pas dégainé son épée, mais s'est simplement tenu sur le chemin de son adversaire qui courait, serrant les poings. Il repoussa l'épée d'Andrew Gardner avec sa main. J'ai réduit la distance et je l'ai frappé avec mon poing. Tout Andrew s'est plié en deux et est tombé. Les soldats haletaient. Assommer un commandant d'un seul coup? Et cela a été fait par un simple soldat de rang inférieur? Ancrid a informé les soldats qu'il commandait désormais le service de renseignement. Quelqu'un a-t-il des objections? Personne n'a eu d'objection. Les soldats reçurent sombrement la nouvelle du changement de commandant. La première étape pour mettre fin à cette journée avait été franchie. Ils entrèrent dans un bosquet d'herbes hautes. Pendant qu'ils marchaient, Ancrid demanda à Henry quel était son rêve. Le soldat a répondu qu'il voulait épouser la bouquetière et diriger la maison. Ancrid a noté que pour ce faire, nous devons sortir d'ici vivants. Il s'est tourné vers un autre soldat et lui a répondu qu'il avait récemment eu un enfant. D'autres soldats ont déclaré vouloir économiser de l'argent et ouvrir un magasin, ou simplement rentrer chez eux, dans leur pays natal. Andrew resta silencieux pendant un long moment et dit soudain qu'il devait réaliser le dernier souhait de sa mère. Son rêve et sa mission sont de faire revivre la famille Gardner. Ancrid savait que tout cela était possible s'ils restaient en vie et retournèrent dans leur camp. Désormais, tous les combattants doivent agir de leur propre initiative. Il n'y a pas de meilleure motivation que la soif de vivre. Jusqu'à présent, lorsqu'un ennemi apparaissait, l'escouade tentait de le percer. Ancrid donna alors l'ordre à Henry de tirer sur le côté à hauteur d'une tête humaine. Henry n'a pas vu la cible, ou tiré. Ancrid était persistant. Il a répété l'ordre à nouveau. Henry a tiré, et la flèche a touché un soldat ennemi à la tête. L'embuscade a été découverte à l'avance. Ancrid se précipita sur ses ennemis, dégainant son épée. Il ordonna à Andrew de le suivre. Andrew, jurant avec colère, se précipita après son nouveau commandant. Ancrid a attaqué les ennemis par derrière et les a frappés dans le dos avec une épée. Pour prendre l'avantage, il décida d'être le premier à attaquer l'embuscade. Son épée était tachée de sang. Ils ont réussi à surprendre l'ennemi. Le commandant d'Aspen a ordonné l'assassinat de tous les assaillants. Mais il mourut lui-même sous le coup de l'épée d'André, qui l'attaqua par derrière. Alors que les ennemis étaient désorientés par l'attaque surprise, il fallut rapidement réduire leur nombre. L'un des ennemis se faufilait sur Andrew par derrière, mais il a été tué sur le coup. Ils lui ont simplement coupé la tête et les épaules. Avec le reste des soldats,
Encrid s'est battu contre les ennemis et les chances de réussite d'une attaque surprise ont augmenté. Des 12 ennemis, il en restait 8. Les Aspenites restants étaient paniqués. Ils ont appelé à l'aide. Encrid a donné l'ordre à son équipe de détruire tous les adversaires. Les soldats se précipitèrent à l'attaque et tuèrent plusieurs autres ennemis. Dans ces herbes hautes, il était difficile pour les Aspéniens de déterminer l'emplacement du détachement. Cependant, il y avait une raison pour laquelle ils l'avaient découvert la dernière fois. Une panthère est arrivée sur les lieux de la bataille. Un soldat d'Aspen a tenté de transpercer la bête, mais Encrid sauta hors des fourrés et acheva lui-même le soldat. Cette bête qu'Encrid a vue lors de sa première mort. Les ennemis poursuivirent la panthère et découvrirent accidentellement leur escouade de reconnaissance. Cette fois, ils poursuivaient également la bête et ne s'aperçurent pas immédiatement qu'ils étaient également pourchassés. En signe de gratitude, Eknird a décidé de ne pas tuer la panthère. SE subordonnés ont achevé les opposants restants. Encrid a donné l'ordre d'avancer. Cette fois, après la récente bataille, 6 personnes ont quitté l'équipe. Ils en ont perdu un. Il était impossible de sauver tout le monde, peu importe le nombre de fois où cette journée se répétait. Mais cette fois, la majorité a survécu. Au fur et à mesure que la journée se répétait, Encrid sut où et quel groupe d'ennemis se trouvait, et désarma les sentinelles. À la bifurcation, il savait que s'il continuait tout droit, il serait détruit par une escouade d'arbalétriers. Il vaut mieux les contourner. Encrid a décidé d'éliminer à l'avance le détachement de lanciers, qui les avait poursuivis très obstinément la dernière fois, afin de faciliter une nouvelle avancée. Ainsi, évitant les batailles difficiles, attaquant et battant rapidement en retraite, ils brisèrent l'encerclement ennemi. Andrew a frappé l'ennemi à gauche et à droite. Encrid lui a dit de ne pas trop se forcer. Quand la nuit tombe, ils ne pourront pas trouver d'issue de secours. Et ils doivent sortir de ces fourrés avant la nuit. Ils continuèrent leur chemin. Andrew a dit qu'ils allaient derrière les lignes ennemies, mais Encrid savait que c'était la bonne direction. Laissez-les le suivre. Le garde du corps regarda sombrement le commandant. Il mit une épée sous la gorge d'Encrid et exigea de dire la vérité. Il ne fera pas face à une mort certaine et le tuera ici si nécessaire pour trouver un chemin vers le salut. Encrid répondit calmement que le soldat lui-même devait comprendre qu'il était trop tard pour revenir. Ils ont laissé une telle trace dans l'herbe que les ennemis avaient probablement déjà bloqué toutes les issues de secours. Le garde du corps n'a pas compris. Il ne reste plus qu'à aller vers une mort certaine. Encrid prit la poignée de l'épée sous sa gorge. Il a clairement indiqué qu'il voulait aussi vivre. Andrew Gardner a écouté le nouveau commandant et a pensé qu'il l'avait considéré à tort comme un déchet inutile. Au début, il ressemblait au père d'Andrew, qui avait dilapidé toute la fortune familiale et était mort en abandonnant tout. Mais il avait tort. Encrid incarnait plutôt tous les traits qu'Andrew Gardner souhaitait avoir. Devenez la personne qui montre le chemin à chacun. Le leader digne de confiance qui dit avec assurance que tous survivront. Andrew a dit à haute voix qu'il croyait le commandant Encrid. En réponse au cri d'indignation du soldat mutin, Andrew a déclaré que les ordres du commandant n'avaient pas été discutés. Encrid s'accroupit et dit qu'à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'il donne le signal, tout le monde devrait se pencher et le suivre tranquillement. Il a trouvé une voie d'évacuation pour s'échapper ce jour-là. La première étape consiste à éviter d'être encerclé par l'ennemi en attaquant en premier et en perçant. Place maintenant à la deuxième étape. Le détachement marchait prudemment à travers les fourrés d'herbe. Non loin d'eux, ils virent des lances s'élever au-dessus de l'herbe. Un grand nombre d'ennemis s'y promenaient. L'équipe de reconnaissance s'est cachée au seul point qu'Encrid a trouvé après des dizaines de répétitions. Seulement à cette heure, et seulement à cet endroit. Ils pouvaient laisser passer les ennemis sans les croiser. Tout le monde se cachait et attendait que les ennemis passent à côté d'eux. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé selon le plan d'Encrid. Mais c'était quand même dangereux. Place désormais à la dernière étape. Le soleil va bientôt se coucher et l'obscurité sera totale. Encrid conduisit tout le monde jusqu'au point final de son itinéraire. Henry ne comprenait pas du tout ce qu'il fallait faire ici. Pourquoi sont-ils venus ici? Tous les soldats ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Encrid les conduisit au camp ennemi. Encrid a répondu que l'armée d'Aspen tue tous ceux qui entrent dans l'herbe pour garder secret ceux qu'ils cachent dans le camp. Quelque chose était clôturé au milieu du camp. Il y avait des ossements ensanglantés qui traînaient. Et si les ennemis avaient des choses plus importantes à faire, comment attraper une escouade de reconnaissance? Encrid donna l'ordre de le suivre. Si leur plan fonctionne, ils disposeront d'une issue de secours. Le détachement entre dans le camp ennemi. Encrid a raconté son plan, ce qui a indigné le garde du corps. Que signifie mettre le feu à un camp ennemi? Le commandant est-il fou? Ils sont au centre même du camp. Ils peuvent être encerclés et tués à tout moment. Encrid demanda finalement le nom du garde du corps. Le gars a répondu qu'il s'appelait Mac. Et Encrid a dit à Mac qu'il ne tolérerait pas l'insubordination. Mac a essayé d'argumenter quelque chose, mais Andrew lui a dit de se taire.
Andrew Gardner a compris qu'à une époque où la route n'était pas visible, il devait se fier à l'intuition du commandant. Ancrid a déchiré le mur de la tente et ils sont entrés à l'intérieur. Il n'y avait personne dans la tente. Ancrid conduisit ses hommes vers la sortie d'un pas confiant. Seul Mac pensait que le commandant était complètement fou. Mais il était étrange qu'il se déplace trop librement autour du camp ennemi. Mais malgré de telles manipulations, leur équipe n'a rencontré personne. À en juger par la distance qu'ils ont parcourue, ils devraient déjà être à la sortie du camp. Ancrid a conduit les gens vers une zone entourée de drapeaux et leur a dit d'attendre ici. Il avait déjà pénétré ici des dizaines de fois. Et lorsqu'il découvrit et toucha pour la première fois le drapeau, toutes les forces ennemies se sont concentrées dessus, gardant ce drapeau. La protection de ce drapeau est donc la priorité de l'armée d'Aspen. Que feront les ennemis si ce drapeau s'allume? Mac regarda sombrement le commandant et se demanda comment il connaissait l'existence du drapeau. Le commandant de compagnie le lui a-t-il vraiment dit? Après tout, c'est elle qui a nommé cet idiot au service de renseignement. Il prit soudain le commandement et pénétra imprudemment au centre des positions ennemies. Tout ça pour une mission secrète? Ancrid, quant à lui, a déclaré que si le drapeau prenait feu, les ennemis se précipiteraient pour le défendre et, entre-temps, s'enfuiraient d'ici. À partir de ce moment, ils se sont divisés en deux groupes. L'un distrayait l'ennemi et l'autre mettait le feu au drapeau. Mac a repris le rôle d'appât. Ancrid était surpris d'être tout le temps insatisfait, puis est devenu accommodant. Mais il ne s'est pas concentré sur cela. Ancrid espérait que cette journée serait meilleure que toutes les précédentes. Il avait le bon pressentiment que cette fois tout s'arrangerait. Une pierre lancée par la main bien ciblée de Mac a volé dans la tête de la sentinelle. Les sentinelles ont poursuivi les intrus, et Mac s'est enfui aussi vite qu'il a pu. Ancrid se précipita vers la torche, laissée sans surveillance, et s'en empara. Maintenant, tout s'arrangera définitivement. Il est temps de passer à demain. Soudain, une énorme silhouette apparut dans l'obscurité à côté d'Ancrid. D'un coup d'épée, l'ennemi coupa le manche de la torche et celle-ci tomba inutilement au sol. Ancrid eut à peine le temps de s'éloigner du coup suivant. Le gars s'est arrêté face à l'ennemi. Il était sûr de n'avoir entendu aucun pas. Cela semblait complètement silencieux. De toute sa vie, il n'avait jamais rencontré un ennemi aussi puissant. D'où vient un ennemi aussi puissant? L'ennemi se tenait face à Ancrid et allait tuer le petit rat entré dans le camp. Les ennemis se préparèrent au combat. Mais à ce moment-là, la tente à côté d'eux prit feu. L'un des soldats a découvert d'autres intrus. Le camp d'Aspen était en proie à l'agitation et à la confusion. Tout s'est déroulé comme prévu. Mac a distrait la plupart des ennemis, Ancrid a attiré l'attention des autres, et Andrew a alors mis le feu à la tente. Il ne reste plus qu'à sortir d'ici. Mais vous devez d'abord affronter l'ennemi. Ancrid se précipita à l'attaque. Il aperçut le point faible de l'ennemi et décocha son coup perçant. Visait directement la tête baissée de l'adversaire. Mais à la grande surprise du gars, le soldat ennemi a facilement évité le coup. Et Ancrid le dépasse. Il s'est retrouvé derrière le gars. De plus, l'ennemi a réussi à blesser Ancrid sur le côté. Ancrid se pencha, serrant sa blessure. Son meilleur coup a été gâché. Le soldat se tourna vers son ennemi blessé. Le mépris pour le pathétique petit rat était inscrit sur son visage. Ancrid réalisa qu'avec ses compétences actuelles, il ne pouvait pas vaincre l'adversaire qui s'approchait de lui pour l'achever. Ancrid ne savait que faire de son ressentiment. Il avait travaillé si dur pour en arriver là. Il a brisé l'encerclement et est entré sur le terrain. Il a perdu tous ses camarades et est mort lui-même. Il pensait qu'il était enfin sorti de cette journée. C'est donc lui qui est devenu son véritable mur. Si Ancrid se précipite sur lui maintenant, une autre mort brutale l'attend. Ensuite, vous devrez reprendre le commandement, percer le terrain et répéter cette journée à l'infini. Ancrid tenait l'épée dans ses mains. L'ennemi était abasourdi. Ce presque cadavre en face de lui éclata soudain de rire. Ancrid leva la tête et dit avec confiance qu'il vaincrait ce voyou. Il allait couper le salaud en morceaux et le donner à manger aux chiens. Il surmontera ce mur quoi qu'il arrive. Ancrid leva son épée et commença à se battre. Le chevalier attaqua le premier, et Ancrid para son coup avec une telle force que des étincelles jaillirent sous les épées. Le chevalier leva son épée et frappa vers le bas. Mais Ancrid recula, et l'épée de l'ennemi s'enfonça dans le sol. Mais l'ennemi, même depuis une position aussi désavantageuse, a immédiatement contre-attaqué le gars. Ancrid se pencha en arrière et fut à nouveau capable de bloquer le coup avec son épée. Les mouvements précis et rapides de l'ennemi n'ont pas donné à Ancrid une chance de riposter. La différence de compétences était très grande. Ancrid se retira et se défendit. Mais sentant une faille dans la défense ennemie, il y lança sa lame, ce que le chevalier repoussa du revers de sa main gantée. Et encore une fois, il se précipita pour attaquer Ancrid, qui n'avait nulle part où se retirer. À ce moment-là, le feu s'est propagé dans tout le camp. Les soldats d'Aspen ont crié que le feu avait déjà atteint le mât du drapeau. Le chevalier était prêt à achever Ancrid, mais le moine qui courut vers eux cria que la priorité n'était plus un salopard ennemi à moitié mort,
Mais à en juger par le visage du chevalier, il n'allait pas lâcher sa victime. Et Encrid serra fermement l'épée dans ses mains. Le chevalier regarda le gars de côté et lui dit qu'ils se reverraient bientôt, et quitta le champ de bataille. Encrid ne croyait pas qu'il reculait si facilement. Peut-être que ce n'était pas un vrai mur? Le chevalier, quant à lui, se dirigea vers le lieu de l'incendie et donna des ordres. Encrid réalisa que la journée n'était pas finie et qu'il n'avait pas détruit le mur. Il était toujours au centre du camp. Andrew courut vers lui, criant qu'il devait partir maintenant. Encrid jeta un dernier regard à la silhouette de son ennemi. Il se retourna et leurs regards se croisèrent. Encrid rengaina son épée et ordonna la retraite. Leur équipe commença à courir aussi vite qu'elle le pouvait. En chemin, ils ont tué les ennemis qui se dressaient sur leur chemin. Mac s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de persécution. Mais déjà des cris se faisaient entendre du camp ennemi pour attraper les intrus et ne pas les laisser en vie. Plusieurs soldats d'Aspen ont bloqué le chemin de l'équipe. Mac a planté son épée dans la gorge d'un soldat. Et Andrew a tué le deuxième si vite qu'il n'a pas compris pourquoi il était mort. Encrid cria de ne pas hésiter et de continuer à courir. Henry a crié que si vous vous dirigez vers l'habitat des renards et des serpents des steppes, vos poursuivants ne pourront pas les suivre. Ceux camarades se posaient une question. Pourront-ils y arriver eux-mêmes? NRP connaissait la zone de sécurité, le chemin des chasseurs. Encrid a fait confiance à Henry, et le gars a conduit l'équipe sur le chemin. Ils se retrouvèrent à nouveau dans l'herbe. Les pas des poursuivants n'ont pas été entendus. Un renard se tenait sur une pierre et regardait attentivement les gens qui marchèrent devant lui. Grâce au bon combat d'Andrew et Mac, l'équipe de reconnaissance a facilement traversé les embuscades ennemies. Sans les instructions d'Henry, il n'aurait pas pu se détacher de l'ennemi. Le détachement est arrivé ici grâce aux efforts de tous les soldats. C'est déjà l'aube. L'équipe de reconnaissance a couru vers leur camp à travers un champ d'herbe. Ils sont revenus sur leurs dernières jambes, sales, blessés et épuisés. Encrid a vu son éternel aujourd'hui se transformer en demain. Il franchit à nouveau le mur. Un nouveau matin est arrivé. Le camp d'Aspen était découragé. Les drapeaux ont été brûlés. Le moine a dit qu'il devrait se préparer à nouveau. Et il a ajouté d'un ton venimeux qu'il ne pensait pas que la célèbre équipe de Grey Dog ne puisse pas faire face à une bande de racailles. Le commandant du détachement n'était pas content de cette remarque. Il n'a rien compris. Des combattants d'élite étaient stationnés dans les hautes herbes. Ils ont été percés et incendiés par un groupe d'ennemis. Grey Dog est une société indépendante de l'armée d'Aspen, dotée de pouvoirs spéciaux. Le nom du détachement vient des chiens gris de la principauté d'Aspen, les Grey Dog. Ils sont connus pour leur nature tenace et pour le fait qu'ils ne se reposeront pas tant qu'ils n'auront pas atteint leur objectif. Et peu importe leur objectif, l'amour ou le combat. Par conséquent, le groupe portant le nom de Grey Dog est également connu sous le nom de Stubborn Lovers. Le chef d'escouade a demandé à Mitch Hewer si l'ennemi qu'il avait combattu cette nuit-là était fort. Le chef de peloton Mitch a répondu que sans l'incendie, il s'en serait occupé sur le champ. Le gars a eu de la chance de s'en sortir. C'est aussi une sorte de compétence. Mais une telle chance n'arrive pas deux fois. Encrid pensait aussi à son adversaire. Il n'a pas réussi à franchir ce mur et a voulu continuer le combat. Mitch pensait qu'un jour il tuerait ce salaud de ses propres mains. Les amants têtus ont identifié leur prochain objectif. Au même moment, Encrid se jura de surmonter ce mur. Ram s'est allongé dans la tente et a lancé sa hache en l'air par ennui. Il attendait des nouvelles du commandant qui allait revenir. Le gars est-il vraiment mort? Dernièrement, il avait amélioré ses compétences, même s'il restait novice. Sa mort ne serait donc pas surprenante. Encrid était l'une des rares personnes que Ram appréciait, mais si cela se produisait, alors rien ne pourrait être fait. Ragna se réveilla et s'assit sur le lit, s'étirant. Ram lui montra immédiatement le majeur sur sa main, et Ragna en réponse lui montra adroitement le majeur sur son pied. Rem prit la hache plus confortablement et se prépara à attaquer le scélérat. Ragna répondit en dégainant son épée. Encrid relevait du commandant de la compagnie. L'elfe demanda avec incrédulité. A-t-il accidentellement découvert une embuscade, pénétré dans le centre ennemi, et y a-t-il accidentellement allumé un feu? Le gars a répondu qu'il prenait simplement les meilleures décisions à chaque instant, et qu'il avait de la chance. Après un court silence, l'elfe envoya le soldat se reposer. Elle supposait qu'il ferait quelque chose comme ça, mais elle ne s'attendait pas à un tel résultat. Quel genre de personne est cet Encrid? À l'entrée de la tente, Encrid fut accueilli par Andrew Gardner. Il s'est excusé pour son impolitesse et les a remerciés d'avoir tous survécu. Le gars aimerait revoir le commandant. Encrid répondit qu'ils se rencontreraient s'ils combattaient ensemble sur le champ de bataille. 4 membres de l'escouade sont restés en vie et ils se sont tous inclinés devant Encrid. Mais le gars n'était pas content. Je n'arrêtais pas de penser que je pourrais sauver ceux qui sont morts, si seulement il était plus fort. En répétant cette journée, il a pu voir au-delà de ses capacités. Il est maintenant temps de faire plus que patauger, et aspirer à l'image du chevalier qu'il veut devenir. Il avancera sur la base d'aujourd'hui.
Et pour ne pas répéter le même jour, il deviendra plus fort. Il s'approchait déjà de sa tente lorsqu'il entendit les cris des soldats disant que ces deux psychopathes se battaient à nouveau. La bataille des titans battait son plein. Rem brandissait une hache et Ragna l'attaqua avec une épée. Tous deux étaient très heureux de soulager l'ennui. Ancrid pensait qu'il n'avait jamais vu de tel visage sur ses subordonnés. Ils ne se sont jamais comportés ainsi avec lui à l'entraînement. Devant lui se trouvaient de simples monstres, ivres de combat. Mais avec Ancrid, il n'avait pas besoin de se montrer. Ancrid a décidé de procéder étape par étape. La première chose est de leur faire montrer de tels visages. Il jeta son épée entre les combattants. Les gars ont arrêté le combat et ont déclaré que le commandant n'avait pas besoin de les surprendre et de jeter un coup d'œil. Ram a déclaré que si le commandant ne s'entraîne pas avec lui, il peut le laisser tranquille. Et Ragna a demandé où le commandant avait été blessé. Ancrid a essayé de faire des commentaires sur le combat, mais ni Rem ni Ragna ne voulèrent l'écouter. Ils vaquaient à leurs occupations sans prêter attention à Ancrid. Ayant appris l'embuscade ennemie, le commandant du bataillon a redéployé toutes les forces d'infanterie dans les herbes hautes à proximité. Pendant ce temps, les blessures d'Ancrid étaient presque guéries. Il avait le temps de procéder à des analyses et à s'entraîner. Ram était sûr que le commandant irait trop loin dans sa formation. Il n'a pas encore récupéré. Le lendemain matin, Ragna se réveilla et découvrit qu'Ancrid était retourné à l'entraînement. Il prit l'épée et sortit de la tente. Il avait du talent pour l'escrime. Il n'était pas difficile pour lui de devenir plus fort. Il a appris très tôt à devenir chevalier. Mais il s'ennuyait. Même s'il devenait chevalier, il n'aimerait rien faire. Vaut-il la peine de faire autant d'efforts ennuyeux pour devenir chevalier? Ne comprenant pas le sens, Ragna perdit son objectif et s'arrêta dans son développement. Il commença à regarder l'entraînement d'Ancrid. Il travaillait sans se ménager et brandissait ses épées sans interruption. Les blessures se faisaient encore sentir et le gars était épuisé. Ragna a noté que le commandant du peloton avait mal étudié dès le début. Lorsque j'ai pris une épée pour la première fois, j'ai dû apprendre les bases. Mais il a appris toutes sortes de trucs et a ruiné ses compétences. Peu importe combien vous vous entraînez, vous ne deviendrez pas plus fort. Et pourtant, pourquoi le commandant s'épuise-t-il autant en entraînement? Ragna n'a pas pu le supporter et a posé cette question à Ancrid. Il s'est arrêté et a répondu qu'il voulait devenir plus fort. Pourquoi devient-il plus fort? Devenir chevalier. Ragna a rétorqué qu'un chevalier n'est pas quelqu'un qui se bat bien. À quoi ça sert? Ancrid répondit que faire ce qu'il pensait être juste, lever l'épée pour le bien des pauvres et des malades, pour le bien de l'honneur, pour le bien de ceux qu'il aimait, c'était ce que signifiait être un chevalier dans son esprit. Ragna pensa pour la première fois qu'un chevalier était une question de conviction et d'honneur, et la force n'est qu'un moyen. Il s'est approché du commandant et lui a demandé s'il voulait apprendre à manier correctement une épée. Bien sûr, Ancrid voulait cela plus que toute autre chose. Ragna regrettait déjà d'avoir demandé. Maintenant, il va devoir s'en prendre au gars. Mais quand même, à en juger par le regard persistant d'Ancrid, cela pourrait être intéressant et soulagerait l'ennui. Parmi les sauvages, dont Rem est un éminent représentant, le commandant enseignait ce stupide cœur de bête et le coup poignard. Cela suffira, mais il faudra oublier tout le reste. Ancrid halta. Oublier le style mercenaire Valen. Ragna était implacable. Il faut absolument oublier cela. S'il n'oublie pas, même s'il apprend la bonne technique, il utilisera par habitude les anciennes techniques. Nous devons choisir, soit tout oublier et repartir de zéro, soit nous contenter du niveau actuel. Ancrid a décidé de repartir de zéro. Les yeux de Ragna s'écarquillèrent. Sérieusement? Il pensait que le commandant n'oserait pas prendre une telle mesure. Ce type est complètement fou. Pourquoi Ragna s'est-elle impliquée dans tout ça? Avec la force d'un commandant, les armes légères ne lui conviendront pas. Une longue épée lui conviendrait mieux. Ragna suggéra d'échanger les épées. Ancrid a précisé si Ragna voulait vraiment lui donner son épée. Le gars a répondu que ce n'était pas un problème. Il a ramassé son épée sur le champ de bataille. La longue épée est tenue avec la main droite devant et la gauche derrière. Ancrid saisit l'épée de toutes ses forces pour ne pas la laisser tomber. Ragna a demandé qui lui avait appris ça. Ancrid a répondu que Ram. Ragna considérait Ram comme un singe inutile. Il dit au commandant de prendre position, ce qu'Ancrid fit. Ragna a attaqué le commandant d'un coup d'épée. Ancrid bloqua son cou avec son épée. Le choc violent fit vibrer l'épée et sa main devint très douloureuse. Ragna a dit que c'était naturel. Si vous forcez et poussez simplement avec force, vous pouvez casser. Le commandant est désormais comme un bâton de bois. Ancrid fut légèrement offensé par le bâton en bois. Pouvez-vous l'expliquer normalement, sans comparaison stupide? Il a compris qu'il devait être plus souple pour ne pas casser. Nous devons agir avec plus de douceur. Il s'entraînait depuis un certain temps. Ragna a fait des commentaires sur le maintien correct du centre de gravité et le placement correct de vos pieds. Et maintenant, le commandant est à nouveau tendu et pourrait se casser le poignet. Finalement,
Encrid s'effondra sur l'herbe, épuisé. Ragnar regarda le gars pensivement. Il ne pensait même pas qu'il n'avait aucun talent, et même des compétences de base en matière d'épée. Un cas bien triste. Il semble que l'entraînement à l'escrime à lui seul ne suffira pas. Encrid serra à nouveau l'épée et demanda de tout répéter. Ragnar prit une profonde inspiration, évaluant l'ampleur des problèmes, et suggéra de commencer par marcher. La voix moqueuse de Rem venait de derrière, indiquant que l'idiot n'avait pas été vu de la journée. « Vous avez manqué le déjeuner en jouant au petit soldat. Est-ce qu'il se moque du commandant ?» Ram est sur le point de frapper le monstre au visage, ou mieux encore, arracher-lui les mains. Encrid a demandé ce qui s'était passé pour que Ram porte son plus bel uniforme. Il répondit que le commandement avait annoncé une assemblée générale. L'ennemi approche de loin. Les troupes se sont alignées devant leur commandant. Le détachement sous le commandement d'Encrid faisait également partie de la formation générale. Ragnar craignait d'avoir enseigné l'escrime à Encrid en vain. Il ne s'y est pas habitué et ne pourra pas se battre normalement avec la nouvelle épée. Et à cause de cela, il pourrait mourir. Dans la bataille d'aujourd'hui, Ragnar a décidé de ne pas quitter le commandant. Encrid regarda les rangées de troupes ennemies qui approchaient et se demanda pourquoi elles s'alignaient si étrangement. Quel est le problème avec leur système? Leur drapeau en lambeaux flottait au-dessus des troupes d'Asper. La silhouette encapuchonnée faisait d'étranges mouvements avec ses mains. Les troupes ennemies commencèrent à disparaître dans le brouillard. L'elfe réalisa que l'ennemi utilisait la magie. Le brouillard était si épais qu'on ne pouvait pas voir la personne qui se tenait à côté de lui. Encrid se sentait comme la seule personne sur le champ de bataille. La panique commença parmi les soldats. Soudain, Encrid entendit un son qui lui parut familier. Les soldats ont également entendu cela et n'ont pas compris ce qui les attendait. Encrid cria de toutes ses forces que c'étaient des flèches qui volaient. Tous les soldats n'ont pas eu le temps de lever leurs boucliers, et les flèches jaillissant du brouillard en ont touché beaucoup. L'elfe détourna les flèches et maudit la stratégie inattendue de l'ennemi avec ces derniers mots. Ils ont été pris au piège. Elle a crié aux soldats de se baisser et de lever leurs boucliers. Le chaman ennemi était heureux que le sort ait fonctionné. Il y a consacré beaucoup d'efforts. Il obtint le sang de divers animaux, l'eau du lac le plus clair, et utilisa un sort pour appeler la pluie. Lorsque le sort est activé, un épais brouillard obscurcit la vision. Mais la visibilité est maintenue sous le drapeau, qui sert de conduit à la magie. Vous pouvez attaquer l'ennemi unilatéralement. Et il a trouvé un nom pour ce sort, brouillard d'extermination. Lorsque le drapeau a failli brûler, le chaman a perdu la raison. J'ai à peine réussi à terminer le sort. Mitch s'est approché du chaman et lui a dit que sans le gars qui a presque détruit leur drapeau, tout aurait été beaucoup plus simple. Un grand nombre de flèches ont été lancées sur les soldats. Encrid essaya de les combattre avec son épée et d'esquiver. De derrière, la voix de Ragnar se faisait entendre dans le brouillard, criant au commandant de ne pas lever la tête. La voix grave de Rem gronda les salauds qui utilisèrent la magie. Ram lui-même n'était pas visible dans le brouillard, même si sa voix était proche de celle d'Encrid. Il était impossible de se battre. La flèche est restée juste au pied du gars. Sa respiration était courte, et il était très tendu. Ses jambes étaient raides. Il était complètement incapable d'utiliser les compétences que Ragnar lui avait enseignées aujourd'hui. Le gars lui a dit que jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement les techniques, il valait mieux ne pas s'engager dans la bataille du tout. Mais ne pas combattre sur le champ de bataille est une mort certaine. Encrid a eu une idée brillante. La mort est ce dont nous avons besoin maintenant. Il se dirigea vers les vagues silhouettes ennemies. Ragnar, émergeant du brouillard, cria au commandant de repartir. Mais Encrid ne l'écouta pas. Au milieu des cris de Ragnar selon lesquels le commandant était devenu fou, Encrid sortit à la rencontre du soldat ennemi. Il avança sa lance, et il a transpercé Encrid de part en part. La dernière pensée du gars fut qu'il irait à nouveau prendre des leçons avec Ragnar. L'ennemi s'est réjoui de la mort de ce foutu bâtard ennemi. La leçon avec Ragnar s'est poursuivie le lendemain. Ragnar était un génie de l'escrime, donc pas le meilleur professeur. Tout lui paraissait évident, ses explications étaient donc extrêmement maigres. Il semble que le commandant le comprenne, mais son corps ne l'écoute pas. Ici, il suffit de baisser l'épée. Qu'est-ce qui est si difficile? Encrid demanda sombrement où le centre de gravité devait être déplacé. Ragnar n'avait jamais posé une telle question et était perplexe. Il a fait un mouvement instinctif, et tout s'est bien passé. Ces génies eux-mêmes ne savent pas comment ils font tout cela. Même si les explications de Ragnar n'étaient pas idéales, Encrid savait écouter et apprendre attentivement. Et il répéta encore et encore la position de l'épée et les mouvements des pieds. Alors que la bataille commençait, des flèches jaillirent du brouillard. Encrid a encore eu du mal au combat. Il rencontra de nouveau la lance de l'ennemi, qui lui déchira la gorge. Il mourra et étudiera à nouveau. Le 30e jour, ses mouvements sont devenus plus fluides. Il esquiva l'épée de Ragnar. Le gars a noté que les pas du commandant étaient très bons. Où a-t-il appris cela? Une fois les pas maîtrisés, Ragnar est passé aux bases de l'escrime. Les principales attaques avec une épée sont les tranches,
les coups de couteau et les coupures. Pour la protection, la lame est utilisée, et si l'épée est de bonne qualité, alors le côté plat est utilisé. La distance la plus courte entre le combattant et l'ennemi s'appelle la ligne d'attaque. L'escrime consiste à bloquer la ligne d'attaque de l'ennemi et à faire avancer la vôtre. Le commandant doit imaginer l'adversaire dans son esprit, puis frapper avec l'épée. Sur le champ de bataille, dans le brouillard, le même lancier a lancé une frappe, ce qu'Ancrid a esquivé. La lance sifflait près du cou. Les legs sont devenus plus légers, les mouvements sont devenus plus confiants, et il est devenu plus facile pour Ancrid d'esquiver. Mais 4 flèches volant droit sur lui ne laissèrent aucune chance au gars. Ainsi, progressivement, des changements ont commencé dans l'infini aujourd'hui. Ancrid a facilement repoussé l'attaque de Ragna à l'entraînement. La mâchoire de Ragna tomba. C'était quoi? Comment le commandant a-t-il pu faire cela? Une série d'entraînements et de morts ont fait que Ragna ne savait plus quoi enseigner au commandant lorsqu'il utilisait une frappe diagonale. Il s'améliorait définitivement et pouvait déjà combattre Ragna presque à armes égales. Il pourrait même le forcer à battre en retraite et à se défendre contre de furieuses attaques. Le 100e jour, pendant l'entraînement, Ragna a demandé qui se tenait devant lui. Il n'avait jamais vu cet homme se battre ainsi. Ancrid remarqua avec joie que le regard de Ragna sur lui avait changé. Il a développé un talent qui semblait impossible à développer. Désormais confiant, Enkird se tenait dans l'épais brouillard. Ragna lui a crié pour que le commandant s'arrête. Mais Ancrid franchit une autre barrière et courut vers l'ennemi. Il s'écarta du volume de la lance, et il courut aussi vite qu'il le pouvait. Mais le lancier suivant, sortant de l'épais brouillard, lui enfonça sa lance dans le ventre. Encore une fois, Ragna l'invita à apprendre à manier une épée. Pour le bien du chemin vers la chevalerie, Enkrid était prêt à apprendre et à mourir encore et encore. Après les premiers coups d'épée, Ragna était perdu. Le commandant ne peut pas être si bon. Est-ce qu'il se battait toujours si mal volontairement? Ceux fondamentaux sont très bons. Il a plutôt besoin de s'entraîner dans des conditions réelles de combat. Cette pratique était plus que suffisante. Depuis plus de 200 jours, Enkrid avait vu des flèches jaillir du brouillard. Il va maintenant tester l'efficacité de ses nouvelles compétences. Il réussit à passer sous la lance, et il transperça l'ennemi avec son épée. Il se rappelait où et quand les ennemis sautaient hors du brouillard et les abattaient sans pitié. Même s'il ne les voyait pas, il pourrait en toucher plusieurs. Eux-mêmes ne comprenaient pas où la mort les avait rattrapés. Les adversaires ont entendu un bruit flou dans le brouillard, et ils furent immédiatement abattus par un personnage rapide, armé d'une épée. La panique commença dans le camp ennemi. Le combattant invisible a détruit ses adversaires, mais il n'a pas pu échapper à la flèche de l'arbalète. Ragna a enseigné à Enkrid que l'essentiel au combat, ce sont les yeux, les mains et les pieds. Regardez et prédisez toujours. Déplacez vos pieds rapidement pour surmonter les obstacles. Appliquez les coups de finition avec vos mains. Désormais, les choses se passaient différemment pour Enkrid. C'était différent avant de perfectionner les bases. Il a facilement franchi les rangs des ennemis et n'a laissé personne en vie. Il rencontra une ligne d'arbalétriers. L'un d'eux a dit que le gars s'était intelligemment frayé un chemin vers eux, mais pense-t-il vraiment qu'il peut les affronter seul et repartir en vie? Ancrid tenait son épée prête. Il invita le commandant d'une compagnie d'arbalétriers à se battre comme des hommes armés d'épées. Ancrid voulait se tester à nouveau. Le soldat ennemi pensait avoir affaire à un salopard fou. Et un essaim de flèches vola sur Ancrid, interrompant sa vie. Il se retrouva à nouveau dans le noir. Un batelier qu'il connaissait l'a traité de stupide, qui lui-même a des ennuis. Fou idiot. Ancrid s'est réveillé dans son lit au camp. Ram s'était déjà réveillé et se disputait avec son entourage. Ancrid se souvenait que chaque fois que du brouillard apparaissait sur le champ de bataille, Rem criait que c'était de la sorcellerie. La formation ennemie n'avait aucune valeur tactique. On aurait dit qu'elle gardait un drapeau. Ancrid a demandé à Ram s'il savait quelque chose sur la sorcellerie. Ram fut surpris par cette question tôt le matin. Pourquoi le commandant en a-t-il besoin? Ancrid a demandé à Ram de tout raconter. Ce qu'il sait. Le commandant connaît-il la différence entre la magie et la sorcellerie? Ancrid a suggéré que la magie était plus courante. Ram a répondu que ce n'était pas entièrement vrai. La sorcellerie nécessite un intermédiaire. Et pas seulement nécessaire, mais vraiment nécessaire. Sans médiateur, la sorcellerie est terminée. Ancrid y réfléchit. Le brouillard est créé par les sorts ennemis, et le drapeau sert d'intermédiaire pour cela. Si vous détruisez le drapeau, le brouillard se dissipera. La sorcellerie venait de l'ouest, et Ram était de là-bas. Peut-être qu'il sait utiliser la magie. Ram répondit qu'il en avait vu beaucoup, mais qu'il y avait très peu de vrais sorciers. Tous ceux qui parcourent le monde sont des charlatans. Ancrid est allé s'entraîner, où Ragna lui a dit que ce que le commandant peut faire a beaucoup en commun avec ses connaissances, et a demandé à Enkrida s'il connaissait le style des 5 épées. Il y a 500 ans est apparu un génie sans égal. Un enfant né dans une famille paysanne à l'âge de 9 ans a tué une bande de voleurs qui ont attaqué sa maison avec un tisonnier. Le garçon a perdu ses parents très tôt,
et a grandi tôt. Puis il apprend les principes de l'escrime. Un aristocrate a entendu parler du garçon, l'a trouvé et l'a adopté. Ce génie reçut donc le nom de Lionessis Ognac. Mais en plus du talent, le garçon est né avec beaucoup de malchance. À l'âge de 12 ans, il tomba malade et devint paralysé. Cependant, il n'a pas abandonné, mais a révolutionné l'escrime. Il a divisé tous les styles d'escrime en catégories. Une épée droite et précise, une épée lourde et puissante, une épée ouverte et balayante, une épée rapide et encore plus rapide, une épée douce et fluide. Grâce à ce classement, la famille Ognac devient la plus influente de l'Empire. Cette école d'escrime s'est transmise de génération en génération. Actuellement, il s'agit du style d'épée lourde du Nord, du style d'épée centrale droite et flexible, du style d'épée rapide occidentale, du style d'épée fluide du Sud et du style d'épée fantaisie orientale. Pour utiliser le style nordique, Ragna a développé une technique spéciale. C'est le point de concentration. Vous devez oublier tout, ce qui vous entoure et vous concentrer uniquement sur votre adversaire et l'épée. Ragna a pris position pour montrer à Encrid le style dans la pratique. Avant même qu'Encrid puisse cligner des yeux, la lame de l'épée était près de son cou. Et ça l'a vraiment blessé. Le sang coulait. C'était plus rapide que la hache de Ram. Encrid réalisa que si Ragna avait commis une légère erreur, il serait mort avant le champ de bataille. Ram était là. Il a crié que cet idiot voulait tuer le commandant. Ragna a répondu qu'il aidait simplement à l'entraînement. Et la concentration d'une personne augmente face à la mort. Ils recommencèrent à se disputer, et Encrid trouva que ses deux professeurs expliquaient mal les choses. Mais l'heure n'était pas au combat. L'ordre vint d'un rassemblement général. Ragna fit remarquer à Encrid qu'il avait dû sentir ses sens s'intensifier au moment du danger mortel. Lorsque le point de concentration est atteint, l'épée fonctionne comme si elle était toute seule. Le cœur de la bête est le courage face à la mort, et le point de concentration, au contraire, requiert de l'attention. Encrid avait besoin de s'entraîner en conditions réelles pour capter cette sensation. Le drapeau, qui sert d'intermédiaire à la sorcellerie pour l'ennemi, doit être détruit pour arrêter l'attaque unilatérale de l'ennemi. Le brouillard s'épaissit pour la énième fois sur le champ de bataille. Encrid s'est ajouté un nouvel objectif, atteindre le drapeau et le démolir. Il commença à percer la ligne ennemie. Bien sûr, c'était plus facile de faire ça avec Ram ou Ragna. Mais Encrid a décidé d'essayer lui-même pour le moment. La première chose qu'il fit fut de tuer le soldat avec la lance. La pleine concentration n'est pas une tâche facile face au danger. Encrid est mort encore et encore sans avoir le temps de réagir. Ragna lui a appris que lorsqu'un point de concentration est atteint, la pointe de l'épée semble ralentir. Encrid n'a rien compris. Peut-être que le courage qu'il a reçu du cœur de la bête lui fait obstacle? Ragna n'y croyait pas. C'est si simple, la zone autour est floue, seule l'épée de l'ennemi est visible. Et il est facile de prédire la trajectoire de la frappe. Le commandant ne le ressent-il pas? Encrid a demandé comment Ragna avait appris cela. Le gars a répondu que c'était arrivé d'une manière ou d'une autre. Je me suis concentré sur un point et ça a marché. Encrid a décidé de continuer à apprendre la concentration et se concentrera pour l'instant sur la destruction des drapeaux ennemis. Vous devez traverser les rangs ennemis tout en minimisant les pertes de vos alliés. Quelques secondes avant l'arrivée des flèches du brouillard, Encrid a crié à plein poumon pour que tout le monde se couche. Les soldats exécutèrent l'ordre avec perplexité. L'ordre suivant était de mettre en place des boucliers. Les flèches volantes n'endommagèrent pas les soldats derrière les boucliers, et Encrid se précipitait déjà vers l'ennemi. Il répéta cette journée 300 fois. Il pouvait prédire les attaques les yeux fermés. Il attaquait les ennemis par derrière et les tuait sur le coup. Ces attaques étaient soudaines et violentes. Il n'a épargné personne. Les soldats d'Aspen ne pouvaient pas croire que ce salaud leur faisait autant de dégâts à lui seul. Ils se précipitèrent sur Encrid avec toute la foule pour enfin s'en occuper. Mais il balançait tellement son épée, et chaque coup atteignait sa cible que peu de gens osèrent l'approcher. Le commandant ennemi qui gardait le drapeau a crié à ses soldats de ne pas être stupides, mais d'attraper ce salaud. Encrid, comme un fantôme, a sauté devant lui du brouillard épais et a détruit le commandant. Les soldats commencèrent à penser que ce n'était pas un homme qui les combattait, mais un démon. Il fallut à Encrid 10 répétitions par jour pour arriver à ce drapeau. Finalement, il coupa le mât et le drapeau commença à tomber. Il a définitivement détruit le drapeau, mais le brouillard ne s'est pas dissipé. Des dizaines de lances et de gommes ont transpercé son corps. L'ennemi s'est moqué de lui. Le gars semble s'y connaître en magie, mais il est tombé dans un piège. Encrid réalisa qu'il n'y avait qu'un seul vrai drapeau. Les 5 autres étaient des faux. Parmi eux, vous devez trouver le vrai. La chance de trouver le bon drapeau est d'1 sur 5. Le lendemain, tous les soldats n'obéirent pas à Encrid et ne tombèrent pas à terre et ne dressèrent pas leurs boucliers. Il y a eu beaucoup plus de victimes. Encrid courait depuis longtemps sur le chemin familier, repoussant toutes les attaques. Il lui a fallu 3 jours pour détruire le 2e drapeau,
Mais celui-ci s'est avéré être un faux. Le gars a soigneusement mémorisé l'emplacement des drapeaux qu'il avait déjà détruits. Le troisième drapeau nécessitait 5 répétitions. Et encore une fois, c'était une tromperie. Le quatrième drapeau a nécessité 7 répétitions de la journée, mais Encrid a également échoué. Il reste 2 drapeaux. Lequel est réel? Encrid attendait le combat et réfléchissait sérieusement. Probablement le plus éloigné. Il est protégé plus étroitement. « Brouillard, panique !» crie Encrid. « Allongez-vous, mettez vos boucliers. » Cette fois, la tactique a fonctionné. Aucun soldat n'a été blessé ou tué. Ram crie. Ce sont des sorciers et Encrid donne l'ordre à Ram de le suivre. Ram comprend que le commandant est fou, mais suit l'ordre. Tous deux rencontrent un soldat armé d'une lance. Et Ram se fait exploser la tête avec une hache. Le plan d'Encrid est désormais que Rem distrait les ennemis, pendant qu'Encrid se fraye un chemin plus profond. Rem attrape l'ennemi à moitié mort et demande à savoir qui a lancé ce sort. Le soldat se tait, et Ram attrape le suivant pour connaître les informations nécessaires. Encrid ne s'écarte pas de son chemin. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'il meurt dans ce brouillard. Mais maintenant, cela touche à sa fin. Le gars est déjà proche du drapeau principal. Il balance son épée pour couper la hampe, mais une autre épée lui barre la route. Mitch bloque son épée et attaque. Encrid ne s'attendait plus à rencontrer quelqu'un d'autre que ce salaud à présent. Il l'a complètement oublié. Mitch est heureux et remercie Dieu d'avoir répondu à sa demande. Tuer le bébé rat de ses propres mains. Encrid regarda attentivement l'ennemi et demanda qui il était. Mitch était abasourdi. Il n'avait jamais été humilié de la sorte auparavant. Cette canaille l'a oublié quelques jours après leur combat. Une question silencieuse se reflétait dans les yeux d'Encrid. Qui a-t-il réussi à oublier? Il regarda attentivement son adversaire et répéta la question. Qui est ce type? Mitch rugit que dès qu'il aurait transpercé l'homme impudent avec son épée, il se souviendrait immédiatement de tout. Et il se précipita à l'attaque. Encrid était capable d'esquiver facilement le coup d'épée de l'ennemi. Maintenant, il a commencé à attaquer. Mitch se retira sous l'assaut d'Encrid. Il commençait déjà à se demander si c'était le même gars avec qui il s'était battu il y a quelques jours. Ses compétences ont considérablement augmenté, ce qui est impossible en si peu de temps, même si Mitch n'avait aucun doute sur sa capacité à vaincre son adversaire. Ses compétences étaient bien meilleures. Mais Mitch a quand même eu du mal dans ce combat. Il dut battre en retraite et bloquer les coups. Encrid a analysé le style de son adversaire et s'est rendu compte qu'il utilisait un style d'épée basique, et le mélange avec la technique de déviation des attaques. Mitch a mis toutes ses forces dans le coup, et Encrid a dû se tendre pour ne pas se blesser. Le gaz a concentré son attention sur ceux qui se trouvaient devant lui. Il cherchait un équilibre qui pourrait s'effondrer s'il était seulement distrait pendant un instant. Et il a mis tout ce qu'il avait dans le coup. Mitch bloqua à nouveau ce coup. Encrid a oublié les drapeaux, la victoire et la défaite, et l'escrime. Tout autour a disparu. Seule l'épée est restée. Mais la lame de Mitch a percé les défenses d'Encrid et lui a transpercé la poitrine. Puis Encrid se souvint de son adversaire et expira de soulagement. C'était lui qui se tenait devant le mât du drapeau et dans le pré. Mitch Hewer, lieutenant du détachement Grey Dog de la principauté d'Aspen. Il a besoin de connaître le nom de son rival, le commandant de peloton du royaume de Norilla, Encrid. Les soldats d'Aspen couraient déjà vers le champ de bataille. Comment ce soldat a-t-il pu accéder à leur sanctuaire sans se faire remarquer? Mais Mitch avait l'air déçu. Pourquoi ce salaud qui l'a tué sourit-il? Encrid sourit car il réalisa qu'il n'avait pas besoin de la concentration née de la peur de la mort. Ragna avait tort. Il avait besoin d'un adversaire à la hauteur, quelqu'un qui le forcerait à se battre bec et ongles pour devenir une meilleure personne. Mitch, à son tour, pensa qu'il avait poignardé un psychopathe avec une épée. Lors de la séance d'entraînement suivante, Ragna a vu que le commandant était dispersé et ne l'écoutait pas du tout. A-t-il vraiment abandonné si vite? Mais quand Ram a annoncé que tout le monde devait se réunir et faire la queue, Encrid était déterminé à aller au combat. Ragna, inspiré par l'enthousiasme du commandant, décida de montrer son meilleur côté dans cette bataille. De nouveau, les soldats, obéissant aux ordres d'Encrid, se couvraient de boucliers contre les flèches. Ram courut après Encrid dans la formation ennemie. Cette fois, Ragna les suivit de sa propre initiative. Les deux gars se sont battus avec les soldats d'Aspen. Rem les a tués avec une hache et Ragna avec une épée. Encrid a percé de la même manière qu'avant et s'est retrouvé face à face avec Mitch Hewer. Cette fois, il salua l'ennemi et fut le premier à proposer de se battre. Mitch a été surpris par une proposition aussi inattendue. Ce type cherchait-il spécifiquement à le rencontrer? Encrid répondit qu'il était tombé amoureux de son ennemi dans le pré et qu'il le cherchait. C'était la première fois qu'un membre de l'escouade des amoureux têtus était retrouvé avant eux. Encrid se lança dans la bataille, et il replongea dans un état de concentration où seule l'épée se faisait sentir. Et cette fois, Mitch l'a battu et l'a transpercé avec une lame. Debout au-dessus du corps de l'ennemi, Mitch ne comprenait pas sur quoi comptait cet idiot.
Ancrid a analysé ce qu'il avait fait de mal. Vous ne pouvez pas vous concentrer intentionnellement. Vous devez vous immerger naturellement dans l'épée. Ainsi, répétant encore et encore, Encrid trouva Mitch et entra dans une bagarre avec lui. Cela s'est également produit la 18e fois. Et le 28. Eknird était constamment dans un état de concentration. Après la 48e fois, Encrid se tenait de nouveau devant Ragna à l'entraînement. Il vit la pointe brillante de l'épée de Ragna près de lui. Ragna se reflétait dans ses pupilles, et Encrid fit un mouvement subtil avec son épée et repoussa l'arme ennemie. Ragna ouvrit grand les yeux de surprise. Le commandant venait de repousser un coup dans un état de concentration absolue. Comment a-t-il fait? Il a le contrôle total de son épée et de son corps. Force et technique. Tout a grandi de manière méconnaissable par rapport à ce qu'il était avant ce coup d'épée. Encrid se tourna pour partir. Il lui fallait maintenant prendre rendez-vous avec le commandant de la compagnie. Il est temps de s'en remettre aujourd'hui. L'elfe s'assit à table et lut les rapports. Encrid a dit qu'il voulait lui parler de magie. Il se souvient juste de ce qu'il a vu lors de la reconnaissance. Les soldats d'Aspen ont appelé l'homme suspect Monsieur Magicien. L'elfe dressa les oreilles et demanda des détails. Encrid lui a dit tout ce qu'il pouvait pour gagner cette bataille. De nouveau, dans l'épais brouillard, des flèches volèrent sur les soldats, mais ils étaient tous protégés par des boucliers. Les commandants de toutes les unités ont été avertis de ce danger. Encrid se précipita à nouveau vers l'ennemi. Ram et Ragna se sont battus en première ligne. La tâche d'Encrid était le mât du drapeau et Mitch, qui le gardait. Encrid devait surpasser et vaincre ce type. Mitch Hewer a été surpris lorsqu'Encrid l'a appelé par son nom. Comment le sait-il? Encrid a dit à l'ennemi qu'il voulait régler ses comptes avec lui dès la première rencontre, et il se précipita à l'attaque. Mitch recula du coup et l'épée d'Encrid toucha le sol. Mitch ne resta pas debout, mais attaqua furieusement. Encrid bloqua son coup en tombant à genoux. Mitch a rempli son épée et était sur le point de trancher d'en haut, mais l'épée d'Encrid l'en empêcha. Les rivaux ont alors brisé la distance qui les séparait. Puis ils le coupèrent, et leurs épées s'entrechoquèrent si violemment que des étincelles jaillirent. Mitch a demandé avec indignation pourquoi le gars avait si soigneusement caché ses capacités. Encrid s'est excusé pour la gêne occasionnée. C'est arrivé comme ça. Mitch a demandé à l'ennemi de lui dire son nom, et le gars a répondu qu'il s'appelait Encrid. Après une attaque féroce des deux côtés, lorsque les combattants se sentaient égaux en force, Mitch a dit qu'il se souviendrait du nom. Encrid a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'essayer. S'il oublie, il le lui rappellera. Mitch le dominait avec son épée. Encrid se concentra complètement. Déplacement du centre de gravité vers la jambe droite. Et préparé pour une frappe diagonale. La technique et l'expérience acquises grâce à la répétition se dressaient clairement devant ses yeux. Il balança son épée en même temps que son adversaire. Et son épée coupa le cou de l'ennemi. Blade Mitch a donné à Encrid la même coupure au cou. Mitch était hors de lui. Il se bat à armes égales avec un parvenu et ne peut pas le tuer. De plus, il est lui-même blessé. Il décida de porter le coup décisif, car il voyait qu'Encrid était déjà fatigué. Avec l'épée de bas en haut, décrivant un grand cercle. Et voilà que le coup mortel de la roue est prêt à frapper ce salaud. Mais Encrid a tout vu cette fois. Il est difficile de prédire le moment de l'attaque et sa trajectoire. Mitch a démontré une technique qu'Encrid avait subie des dizaines de fois. Le gars a agité son épée et a appelé son adversaire. Il a lu la trajectoire et a dévié l'épée. Le coup fut si fort que Mitch recula. Cela dépassait la compréhension de Mitch. La famille Heuer est l'une des 3 principales familles dirigeant la principauté d'Aspen. Il symbolise la puissance militaire. Il rassemblait et formait des gens talentueux, sans faire de distinction entre les branches directes et latérales. Mitch Hewer était issu de la branche secondaire et s'était révélé être un talent exceptionnel. À 15 ans, il s'occupait facilement de 2 soldats adultes. À 22 ans, il était devenu un homme fort dont le nom tonnait dans toute la ville. Grâce à son talent, il devient l'un des 3 meilleurs combattants de Grey Dog. Rares sont ceux qui pouvaient se comparer à lui en termes d'escrime. Il était content et fier de ses capacités. Il était très arrogant et pensait que l'entraînement quotidien n'était pas pour lui. Maintenant, au cours de la bataille, Encrid a contourné la défense de Mitch et l'a transpercé avec une épée. Mitch marmonnait toujours, en crachant du sang, que ce salaud n'était pas de taille face à lui, ni en force, ni en technique. Encrid était facilement d'accord avec lui. Mais il y a une mise en garde. Il a gagné la bataille d'aujourd'hui. Alors qu'ils avaient des conversations polies, les soldats d'Aspen remarquèrent que Mitch Huren était blessé et coururent pour sauver leur commandant. Un soldat couvrait la blessure de Mitch et essayait de le réanimer. Les chevaliers ont ordonné que Mitch soit mis en sécurité. Et Encrid avait un autre adversaire sérieux, qui ne pensait pas que ce type à lui seul serait capable de les battre comme ça. Bien sûr, l'ennemi s'est immédiatement précipité pour attaquer Encrid. Non seulement Encrid devait se battre, mais il était en plus entouré d'arbalétriers, prêts à lui tirer dessus. Sa tâche était désormais de briser le drapeau. Effrayez-vous un chemin pour battre en retraite à travers un mur d'ennemis.
Le chevalier ne s'embêtait pas avec le combat. Il commandait simplement le feu. Et les flèches tirées de toutes les arbalètes volèrent sur Ancrid. Il était impossible d'échapper à toutes les attaques, et Ancrid décida de prendre un risque et de percer. Voyant que l'insolent étranger combattait les flèches de l'arbalète, le chevalier ennemi dégaina son épée et attaqua. Ancrid bloqua facilement son coup avec son épée. Son épée craqua. L'ennemi a utilisé le style de l'épée lourde. Pour percer directement, Ancrid devrait mourir plusieurs fois. Mais son objectif actuel était de détruire ce foutu drapeau. Il décida de lancer l'épée directement sur la bannière agitée. Même des dégâts mineurs rendront le conduit magique inutile. Le chevalier attaqua avec une fureur implacable. Ancrid riposta et réfléchit à l'endroit où il serait préférable de frapper. Il faut viser la jonction du drapeau et du bâton. La lame vola vers la cible. Le couteau a abattu le drapeau, et celui-ci a commencé à tomber au sol. Les gens se battaient sur le champ de bataille dans le brouillard. L'elfe rapporta à ses supérieurs la présence possible de magie et demanda des contre-mesures, mais aucune mesure ne fut prise. Ce royaume est pourri. Ils ont simplement envoyé le jeune homme au front en tant que commandant de bataillon. Dans cette situation, la destruction complète de l'armée n'est qu'une question de temps. Soudain, une lueur d'espoir est apparue. Le brouillard s'est dissipé, et les soldats ennemis ont succombé à la panique. Qu'est-il arrivé à leur bannière? L'elfe attaqua l'ennemi et tua l'un d'eux. Maintenant que le brouillard s'est dissipé, il reste une chance d'inverser la tendance. Elle a donné l'ordre à tout le monde d'attaquer. Les soldats se précipitèrent avec la ferme intention de détruire tous les opposants. Sans le brouillard, la situation s'est améliorée. Qui a détruit la magie? Ce commandant de section est-il vraiment Ancrid, qui n'était pas dans la meilleure situation, blessé et avec une épée cassée? Il a mal calculé. Il espérait qu'après la destruction du drapeau, en se retirant vers ses positions, il rencontrerait Rem ou Ragna. Mais il ne rencontra que les soldats d'Aspen. Malheureusement, Ram se battait au loin dans le pré. Il a capturé un soldat, et il exigea qu'on lui amène le magicien. Ragna s'est perdu, et est arrivé à sa position avec son épée prête. Cela a grandement surpris ses collègues d'armes. Les opposants se sont moqués d'Ancrid. Va-t-il survivre dans cet état? L'un des soldats leva son épée sur lui. Ancrid a décidé que tout était fini. À ce moment, une panthère attaqua le soldat et l'ennemi tomba au sol. C'était la même panthère qu'Ancrid avait vue dans les fourrés d'herbe. La panthère chargea les soldats d'Aspen. Ils ont ouvert le feu sans discernement avec des arbalètes. Mais la panthère a cassé la corde de son arme. L'animal se tenait près des pieds d'Ancrid et montrait ses dents. Le chevalier d'Aspen s'approcha d'Ancrid avec une épée. La panthère n'a pas pu l'arrêter. À ce moment-là, une main se posa sur l'épaule d'Ancrid et une voix lui dit de reculer. Et ensuite, ils régleraient le problème sans lui. Ancrid reconnut le commandant de peloton Benzens, qui allait se battre. Benzens amena avec lui une compagnie d'arbalétriers. Il attaqua le chevalier, et ils échangèrent des coups. Mais le chevalier était si fort que Benzens vola aux pieds d'Ancrid, et il donna l'ordre aux arbalétriers de tirer sur l'ennemi. Le chevalier repoussa facilement toutes les flèches. Les soldats ont décidé qu'il s'agissait d'un monstre, et non d'un homme. Au même moment, une panthère sauta sur le chevalier, montrant ses dents et libérant ses griffes. Le chevalier frappa la bête avec son épée et la rejeta. Ancrid plissa les yeux et se concentra sur l'épée du soldat ennemi. Cette grande épée ne peut pas être arrêtée par la force. Il a saisi l'épée de Benzens, et il bloqua le coup assourdissant avec son visage. Du côté plat de l'épée, il tenait l'ennemi qui le pressait de toute sa masse. Ancrid a décidé de s'esquiver, tout comme Mitch Hewer. Il exécuta la technique avec brio et se retrouva hors de portée de l'épée ennemie. Le chevalier reconnut le style de Mitch Hewer. Comment cet idiot le connaît-il? Ancrid était très heureux que tout se soit si bien passé pour lui. Benzens vint au secours d'Ancrid. Il attaqua l'ennemi, mais il esquiva le coup avec son épée. Le chevalier vit que les soldats de l'armée ennemie se précipitèrent vers eux, qui avaient percé les défenses d'Aspen. Il jura salement, oubliant que c'était indigne d'un chevalier. Il n'avait d'autre choix que de battre en retraite. En guise de départ, il promit de se souvenir d'Ancrid. Cela ne dérangeait pas Ancrid, qu'il se souvienne d'une bonne santé. L'armée d'Aspen reçut l'ordre de battre en retraite. Benzens a crié à Ancrid qu'ils devaient eux aussi partir. Le gars doit panser ses blessures, mais Juenzens n'a pas de pansement. Ancrid se pencha sur la panthère. Il a décidé de l'emmener avec lui. Benzens, jurant, portait Ancrid, qui traînait une panthère dans ses mains. Ancrid a perdu connaissance. SS Blecher saignait abondamment. Il se retrouva de nouveau dans le noir, et le batelier lui dit avec irritation qu'il était un homme têtu. Qu'est-ce qu'il fait être comme ça?